Ici Ambroise Debré et bienvenue dans Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. À travers le parcours de mes invités exceptionnels qui sont tous aujourd'hui entrepreneurs web et qui sont bien souvent passés par le freelancing, je te montre à quoi ressemble la liberté une fois qu'on a une activité sur le web qui tourne et surtout comment y arriver toi aussi. Dans cet épisode, je retrouve mon ami Adrien Lestan à Chiang Mai. Adrien est copywriter et nomade depuis 2017. C'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux dans son métier de copywriter et il a créé aujourd'hui Copy Training, un mentorat pour entraîner les copywriters de demain et leur apprendre comment trouver des clients. Formation dans laquelle j'ai d'ailleurs l'honneur de faire le module sur le freelancing. J'avais déjà fait l'interview d'Adrien fin 2020 qui avait littéralement changé des vies. Et étant donné qu'on était au même endroit, au même moment à Chiang Mai, on s'est dit qu'on allait faire une deuxième édition et aller encore plus fort et encore plus loin. Adrien, si tu n'as pas vu son interview sur YouTube, je t'invite à aller la voir. Il présente le copywriting et tout son parcours. Dans cette deuxième discussion qu'on va faire au bord d'un lac, on va parler avec Adrien de la hype du copywriting et comment il a fait pour se différencier de toutes les formations qui existent dans le domaine et aussi bien en tant que copywriter. On va parler aussi du fait qu'on avait dit à Adrien qu'il ne serait jamais vendeur ni entrepreneur et on va voir qu'aujourd'hui il est les deux et comment il a fait pour dépasser ça et en quoi ça l'a boosté. Et on va parler aussi de comment Adrien a mis en place sa routine parfaite pour arriver à travailler que les matins et avoir une activité en croissance. C'est parti. Salut tout le monde, on est aujourd'hui avec Adrien en personne à côté de Chiang Mai en Thaïlande. On est à Chiang Mai, Ambroise. On est où là? On est sur une montagne en scooter, je ne sais pas trop où on est. À l'entrée de la montagne Doi Suthep, au pied de Doi Suthep, sur un petit réservoir d'eau. C'est ce qu'on voit là-haut là? Doi Suthep, je crois, ouais. Je crois que ça c'est le temple, effectivement. Ouais. Mais Doi Suthep, en fait, c'est la montagne. D'accord. Doi, je crois que Doi, en thaï, ça doit vouloir dire mont. Okay. Montagne, quoi. Donc, montagne Suthep, voilà. Yes. Pour la petite histoire, on a déjà fait cette interview à distance. Moi j'étais à Koh Phangan et toi à Chiang Mai. Ouais. Et on s'est dit, tant qu'être en personne, autant la refaire, faire encore mieux. Ouais. Sachant que la dernière interview qu'on avait faite en décembre 2020, elle avait inspiré pas mal de monde à se lancer dans le copywriting, voire à se faire accompagner par toi aussi dans ton programme. Ouais, c'est donc, vrai. On s'est dit, autant bien le faire, ça va être là pendant des années et ça peut inspirer pas mal de monde. Exactement. Alors Adrien, une question peut-être pour remettre le contexte pour les personnes qui n'auraient pas vu l'interview YouTube qui est toujours disponible et où on parle plus de ton parcours, de ce que c'est le copywriting, etc. Ouais. Comment est-ce que tu te présentes en soirée quand on demande ce que tu fais en ce moment? Tu m'avais répondu déjà en décembre 2020, en ce moment qu'est-ce que tu dis maintenant que ton activité a un petit peu changé? Ok, alors en décembre 2020, je t'avais dit que je me présentais comme un vendeur. Ouais. Aujourd'hui, je me présente toujours comme un vendeur parce que je n'ai pas arrêté l'activité de copywriter, je continue à écrire, mais je me présente aussi comme formateur. Okay. Tout simplement, là, du coup c'est beaucoup plus simple. Je suis formateur et voilà, formateur métier, parfois je rajoute, voilà, ça fait un peu plus sérieux. Et en termes de pourcentage de ton temps, de ta semaine, comment c'est réparti, juste pour avoir une idée? C'est à peu près moitié-moitié. Okay. Moi, c'est à peu près moitié-moitié. Alors, j'ai un fonctionnement un peu particulier, on en reparlera. Je travaille essentiellement le matin. Ouais. Et sinon, voilà, vendredi, samedi, c'est consacré vraiment à mes élèves. Donc, mes élèves dans le copy training. Il y a une journée de la semaine aussi qui est consacrée au côté marketing, amélioration de la formation, tu vois, tout le côté un peu derrière, quoi. Ouais. Et puis le reste du temps, eh bien, c'est consacré à mes clients. Mais par contre, donc mes clients en tant que copywriter, par contre, je ne prends pas nécessairement de week-end. C'est-à-dire que j'ai un rythme vraiment constant, je travaille tous les jours, mais uniquement le matin. Ok. Voilà. Écoute, on va pouvoir en parler aussi par la suite. Ouais. Parce que l'interview qu'on avait faite, justement, qu'on est en train de refaire, on avait parlé pas mal de ça. Ouais. Et c'était hyper intéressant, tu as beaucoup expérimenté là-dessus. Ouais, j'ai testé pas mal de choses et je pense que ça peut aider pas mal de monde. C'est un beau raccourci, je pense, pour pas mal de monde, pour être efficace. C'est clair. Et donc, comme je disais, c'est une deuxième interview, donc 1 an et demi après. Ouais. La première. Et donc, dans l'interview YouTube que vous pouvez retrouver toujours disponible, on parlait de plus en détail de ton parcours, de comment tu étais arrivé à devenir copywriter, qu'est-ce que c'était précisément et aussi comment tu voyais la suite. Ouais. Là, on est aujourd'hui en mars 2022, le 4 mars. Le 4 mars. Et donc on verra quand on sort cette interview, mais dans pas très longtemps je pense. Et je voulais quand même faire un petit
un petit retour sur ton parcours, pas exhaustif, mais juste des moments marquants pour nous permettre de comprendre le switch que tu as fait aujourd'hui de freelance, copywriter, à formateur de nouveau, mais dans le copywriting. Et donc, si tu me laisses résumer un petit peu, puis dis-moi si je me trompe. Ouais. Mais je sais que tu es devenu nomade en 2017, en mars. Mars 2017. Comme moi, quelques jours d'écart près. Ouais. Ça fera 5 ans. On va fêter nos 5 ans de nomadisme dans quelques jours. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Puis sur place en plus. Et sur place en plus. C'est beau. Et donc ensuite, on en parlera peut-être un petit peu aussi, mais tu as donc fait des formations sur le conseil d'investissement à cette époque-là. Ouais. Tu vadrouilles en Asie. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette expérience-là, de te lancer, tu as quitté ton boulot, tu es nomade, tu cherches à gagner ta vie d'une façon ou d'une autre et t'occuper comme ça. Et donc tu dis, je connais l'investissement en immobilier, etc. Ce que tu faisais comme emploi en fait. C'était mon job, ouais. Et donc tu rencontres Jean Rivière, ouais. Tu te lances dans les formations en ligne, dans l'investissement. Ouais. Et dis-nous comment ça se passe et quand est-ce que ça s'arrête parce que tu fais plus ça aujourd'hui. Ok, alors je vais essayer d'être bref et concis. Effectivement, en fait, quand on se lance, quand on quitte notre job, le premier réflexe, c'est de reproduire ce qu'on sait faire. Moi, tout ce que je savais faire, c'était conseiller des gens pour investir leur argent. Donc naturellement, je me suis tourné vers cette activité. Le problème, je dirais, c'est que effectivement, j'étais très attiré par l'entrepreneuriat. Depuis toujours, c'est un truc qui me branche bien, mais il manquait des bases. Je pense vraiment qu'il me manquait des bases. C'est-à-dire que j'arrivais à vendre, mais j'arrivais pas à stabiliser. Donc j'avais un peu ce truc de revenu en dents de scie. Et quand tu n'as que ça, c'est pas très rassurant. Ouais. Et puis du coup, alors pour stabiliser mes ventes, pour vendre mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis formé à la vente. Et je me suis de plus en plus intéressé à la vente. J'ai découvert le copywriting. Et puis le copywriting, je crois que c'est un métier de passion. Donc je me suis passionné pour le job. Et puis arrivé un moment, je me suis dit finalement, je crois que je préfère le copywriting au conseil en investissement. Et j'étais à Montréal à ce moment-là. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est à peu près à ce moment-là. Novembre 2019. Ouais, je crois. Et j'ai décidé de me lancer complètement comme copywriter. Donc j'étais déjà formé au copywriting, mais je n'étais pas formé en tant que copywriter. Tu sais, c'est deux choses différentes. Tu as la compétence et le métier, quoi. Tu l'avais appliqué pour moi, en fait. Et là, tu allais l'appliquer pour des business d'autres clients. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai switché. C'est-à-dire que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça marchait pas super bien, c'était des revenus en dents de scie. J'ai cherché comment améliorer ça. En cherchant comment améliorer ça, j'ai découvert le copywriting. Je me suis pris de passion pour le copywriting et j'ai décidé de switcher et devenir freelance à ce moment-là. Donc freelance copywriting. Ouais, c'est ça, quand on s'était rencontrés, c'était au café Crew à Montréal. Crew Collective. Café coworking, dans une ancienne banque justement. Ouais, où ils tournent des films parfois. Ils tournent des films et c'est juste aller voir sur Google, là c'est magnifique. Incroyable. C'est un grand hall, tout ancien, d'un côté un peu bling bling. Début 19e. Ouais. Début 19e. Ouais. Crew Collective. Et donc là on se rencontre, moi j'étais à la base venu pour bosser. Je me souviens, je sais plus, j'étais en lancement de Freemote, un truc comme ça, ou non je vais aller le lancer, je sais plus. Et j'avais prévu de bosser, de coworker. En fait, on a passé l'après-midi à discuter de nos expériences, de ce qu'on faisait, nos projets, etc. Et à ce moment-là, justement, tu te lançais en freelance. On avait parlé pas mal de ça. Ouais. Et par la suite, vous êtes resté un moment à Montréal. On s'est revus 1 ou 2 fois. Ouais. Et ensuite, on a commencé à se donner des conseils, un peu comme ça, informellement, sur WhatsApp, des audios. Je me souviens, c'était l'hiver. Quand je faisais des balades, on s'envoyait des audios. Moi, de demander des conseils sur le copywriting pour Freemote. Je commençais à... C'était le tout début, j'avais lancé en octobre 2019. C'est vrai qu'on a pas mal repris ta première version de page de vente. Puis après les emails aussi. Et puis après, moi, tu as des conseils sur le freelance. Sur le freelance, clients, etc. Et après, on a passé pas mal de temps aussi à Lisbonne depuis. Ouais. Quand on était là-bas, c'était quoi? C'était l'automne 2020 pour le coup. Possible. Alors là, moi, tu sais... moi, j'y suis arrivé en septembre jusqu'à décembre, en fait, je crois. Ouais, c'était fin 2020. Ouais, j'ai passé 3 mois. Et donc, à un moment, vous étiez à Lisbonne avec Ella. Et donc là, on avait pas mal coworké, bossé aussi. C'est ça. Et justement, en décembre 2020, on avait fait l'interview qui est sur YouTube, la première édition. C'est ça. Et là, j'étais à Ericeira, donc toujours au Portugal, dans un village de pêcheurs. C'est ça. C'est cool. Et depuis aussi, pour l'historique,
je pense, quand il y a le Covid qui est apparu, là en avril 2020, on a créé un groupe d'entraide entrepreneurs, ce qu'on appelle un mastermind, où on s'appelle toutes les 2 semaines, avec 2 entrepreneurs pour se dire où on en est, où est-ce qu'on avance, les problèmes qu'on rencontre, comment on voit la chose. Et on continue encore aujourd'hui par la suite. Ça, c'est très puissant. C'était une belle initiative et ça, je pense que c'est un super conseil. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à apporter, surtout quand on démarre, je pense, tu sais, qu'on n'a pas grand-chose à apporter. On a du mal à faire tourner notre truc, donc on se dit comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les autres personnes qui sont à peu près à notre niveau, elles ont développé des compétences sur d'autres sujets. Et en fait, en les mettant un petit peu en commun comme ça, c'est un petit peu comme si on avait une équipe, sans avoir d'équipe, mais une équipe avec qui on peut échanger. C'est assez génial. Donc avoir 3-4 personnes complémentaires comme ça pour se rencontrer toutes les 2 semaines et faire un point. Il y a aussi le côté engagement que j'aime beaucoup dans le mastermind, c'est-à-dire que tu sais, si tu dis ok, c'est bon, je vais faire ça cette semaine, tu peux pas te pointer 2 semaines après en n'ayant pas fait le truc, donc tu t'es engagé. C'est un peu comme les coachings où tu fais le suivi des personnes pour voir, quelqu'un te dit voilà mon projet. Ouais, c'est ça. Si la personne revient au mois d'après au coaching et qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a dit, moi tu peux être sûr que je vais être là et dire qu'est-ce qui s'est passé depuis. C'est ça, tu vas sévir. C'est pas forcément une punition dans le jugement, c'est plus t'avais dit ça, t'as pas fait ça ou t'as fait autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois c'est une bonne raison, parfois moins. Mais le simple fait qu'en coaching, que les personnes sachent qu'elles vont te rencontrer derrière et qu'elles vont devoir rendre des comptes, finalement ça les motive, quoi. Donc c'est principe d'engagement. C'est clair. Et donc la dernière fois qu'on avait fait l'interview, tu étais à l'époque 100% copywriter freelance. Freelance et agence. Et agence. Mais dans le service en fait. Dans le service. Et depuis, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment s'est développée ton activité de formation. Alors depuis, j'ai subi des pressions, des pressions sociales, où on m'a grandement proposé, incité, je dirais, à lancer une formation, parce que donc il y a toi, tu as participé à ça, je dirais. J'ai aussi Eric qui m'a beaucoup, comment dirais-je, motivé aussi. Et voilà, donc de part et d'autre, toutes ces choses-là. Moi, j'avais déjà été prof en fait. Lorsque j'étais étudiant, je donnais beaucoup de cours à côté. Et la pédagogie, c'est un truc qui me plaît, qui m'a toujours plu, j'aime ça. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça me paraissait être un gros boulot. Et ça a été un gros boulot, mais ça s'est fait. Voilà, donc finalement, je dis ça en déconnant, mais c'est pas venu de moi directement, c'est plus venu de l'extérieur. On m'a dit, il faudrait vraiment que tu lances une formation, il faudrait vraiment que tu le fasses, Et puis à un moment, je me suis dit, allez, on se lance. Je me suis lancé avec une version bêta, parce que comme tout le monde, au départ, quand tu lances une formation, surtout une grosse formation, tu as peur de mal faire. Tu as peur que les gens les élèves obtiennent pas les résultats escomptés. Tu n'as pas envie de t'inscrire là-dedans, donc c'était une crainte que j'avais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une version bêta. Donc j'ai pris un petit groupe de personnes qui a payé pas cher du tout, mais il fallait qu'ils payent quand même pour s'engager un petit peu, c'est important. Tu sais, le côté engagement. Et puis on a construit la formation ensemble. Alors là, c'était un boulot monstrueux parce que toutes les semaines, je devais sortir un module. Que je devais penser en fonction des résultats qu'ils avaient eu sur le module d'avant. Donc grosso modo, j'avais une trame grossière, mais mettons je sors le module 1, ils suivent le module 1, je prends les feedbacks, et il faut que je construise le module 2 dans la foulée, qui correspond, à l'état d'avancement auquel ils sont, etc. Bam, bam, bam. Et comme ça, sur 12 semaines, pour arriver à un résultat, donc on a optimisé, à un résultat où maintenant j'ai quasiment 100% des participants qui décrochent leur mission à partir du module 10. Et donc on a un taux de réussite qui est assez exceptionnel. Bon, après, j'ai pas eu 1000 participants encore, donc ça va peut-être se lisser, mais en tout cas, jusqu'à présent, on a de très bons résultats parce qu'on a construit la formation avec les participants et au fur et à mesure comme ça. On a une petite musique qui s'est déclenchée dans le restaurant en face, c'est pas mal. Musique d'ambiance, voilà. Je sais pas si vous l'entendrez, mais nous, ça facilitera le boulot du montage. C'est ça. Il y a déjà la musique. Et donc par rapport à copy training, moi aussi on avait parlé pas mal. Beaucoup de parler. Tu avais aussi, je trouve, ce truc cette appétence, cette envie de partager aussi. Tu l'avais déjà fait en étant prof quand tu étais étudiant. Tu l'avais ensuite fait pour les formations en investissement quand tu t'étais lancé sur le web, en nomade.
Et là, c'était logique pour moi aussi, pour le développement de mon activité aussi, d'être là-dedans. Et c'est vrai que la méthode bêta, c'est un truc... moi, j'avais déjà lancé une formation en ligne et même des startups et des produits en me plantant là-dessus, en faisant le truc dans mon coin, selon ce que je pensais que les gens voulaient, etc. À chaque fois, échec tonitruant. Ouais. Et pour Freemode, j'ai vraiment fait le projet vraiment lean. Tout le projet, j'ai commencé par prendre des cafés avec 20 personnes à Montréal. J'ai fait un événement en 2018 aussi. Tu as pris du feedback. J'ai été étape par étape. Après, j'ai créé du contenu, j'ai créé une communauté. Ensuite, j'ai coaché des gens one-on-one. Ensuite, j'ai fait un sondage pour lancer Freemode. Et Freemode, j'avais aussi ce truc de dire est-ce que je le crée avant ou pas. Ouais. Et finalement, j'ai fini par le faire aussi comme ça avec ce rythme de un module par semaine, coaching et tout. Et c'est ce que j'ai ensuite. Maintenant, j'enseigne dans Freementor la formation pour passer de freelance et coach avancé à formateur parce que pour moi, il n'y a pas meilleur que ça, quoi. C'est ça. Et Freemode, quand tu es formateur dans quelque chose, c'est que tu t'y connais, tu es expert. Ouais. Et Freemode, moi, si j'avais pas fait ça, je me serais planté en fait. Parce que j'ai déjà freelance depuis 6 ans quand j'ai lancé. Ouais. Et le fait juste d'avoir le feedback de débutant complet qui était dans une autre réalité que la mienne, je serais parti complètement à côté de la plaque et ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui, ce que je ferais. Mais complètement. Et alors, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que très concrètement, moi, dans Copy Training, j'enseigne surtout pas les méthodes de prospection, par exemple, tu vois, que moi, j'ai utilisées au départ, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis pas dit, attends, je vais prendre tout ce que moi je fais et je vais le remettre dedans. Bah non, en fait. Parce que moi, c'est moi, parce que les autres personnes sont différentes et parce que, en plus, j'ai pas forcément fait que les bons choix au départ. Et du coup, tiens, ça c'est pas mal. J'ai fait un truc pour construire le dernier module de Copy Training, c'est que j'ai lancé un concours. Bon, je passe un petit peu les détails, mais j'ai passé un concours où chaque participant devait faire quelque chose. Et en fait, j'ai pris tout ça et j'ai vu ce qui marchait le mieux. Et à partir de tout ça, j'en ai tiré des learnings et j'ai fait un module à partir de ça. Donc, grosso modo, c'est que j'ai construit une méthode à partir de tout ce qui marchait le mieux, intuitivement, chez la plupart des gens. Tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça marche bien, ça aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Puis quand tu es au contact avec le marché, ton marché cible, que ce soit pour une start-up, des formations, freelance ou autre, c'est là que tu as les vraies infos entre toi, ce que tu peux apporter, eux, ce qu'ils veulent, ce que tu sais aussi en tant qu'expert. Ouais. Et c'est le meilleur des. Mettre ce qui marche en fait. C'est ça. Puis c'est aussi ça que les gens achètent quand ils investissent dans une formation en ligne, un programme. C'est ok, Adrien, il a fait beaucoup plus d'erreurs que tout le monde, ce qui lui a permis d'apprendre et d'en être là où il en est aujourd'hui. Ouais. Et les gens achètent pas un raccourci, mais une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves et pour lequel tu as besoin de réinventer la roue en fait. Ouais, c'est ça, non, il faut se laisser guider. Tiens, d'ailleurs, ça c'est intéressant. J'ai beaucoup de personnes dans Copy Training qui ont déjà suivi d'autres grosses formations, mais qui n'ont pas réussi à se lancer. Peut-être parce que la pédagogie ne leur convenait pas, la méthode ne leur convenait pas, ou pour la plupart parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés de plus près. Ouais. Dans Copy Training, on propose vraiment un accompagnement très rapproché. Ouais. Et une des difficultés au départ avec ces élèves, c'est que je dois vraiment leur demander de se laisser faire, entre guillemets. Et j'ai un gros effort avec ça. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont déjà appris des choses, donc ils pensent savoir. Alors, ils savent des choses, évidemment, ils ont capitalisé, heureusement, mais j'ai construit une méthode où il faut vraiment te laisser faire, c'est-à-dire que tu dois faire toutes les étapes, tu dois pas te dire ça je sais, je le fais, c'est pas grave, machin, je le saute, etc. Ça marche pas. Donc il faut vraiment, et ça c'est pas évident, c'est de prendre des personnes qui ont déjà des connaissances et leur dire on oublie tout, tu mets tout de côté pour le moment et tu reprends à zéro. L'exercice basique du départ, du premier module, et ben tu le fais quoi. Et tu vas voir que ça va porter ses fruits par la suite parce que c'est une méthode c'est des Lego qui s'empilent et à la fin tu as ton truc quoi. C'est ça. Puis si les gens, moi j'ai parlé aussi avec des freelances qui sont lancés parfois depuis 10, 12 ans et quelques qui rejoignent Freemode, qui commencent vraiment à la base. Ouais. Mais justement, si ça marche pas comme ils veulent leur activité, que ce soit freelance, copywriter ou autre, même dans tout domaine de la vie, je pense, c'est qu'il y a peut-être des bases qui ont été ratées, sautées, survolées ou des choses qui n'ont pas été bien assimilées dans le bon ordre. Ouais. Et du coup, reprendre les bases, tout remettre à plat et se dire ok, voilà ce que c'est. Bien sûr, tu vas aller plus vite si tu as déjà les compétences
Tu vas aller plus vite, ouais. Bah, tiens, je peux te donner un exemple très concret. Donc le copywriting, c'est beau pour ceux qui ne sauraient pas, c'est de la vente. Et alors on croit que c'est de l'écriture. Oui, il y a de l'écriture, mais si tu veux, ça c'est juste la petite partie visible de l'iceberg. Ouais. Mais c'est surtout de la psychologie et de la recherche. Ça peut être des vidéos, ça peut être ce qu'on veut. Après oui, tu peux écrire des scripts, etc. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, voilà, c'est la chose qui est. On pense que c'est. Souvent, on peut croire que c'est juste cette partie écriture, alors qu'en fait, tout le travail repose sur de la recherche, des stratégies, de la psychologie, etc. Mais voilà. Donc, dans Copy Training, j'ai eu une psychologue en reconversion. Elle a une formation universitaire, académique, en psychologie. Elle est psychologue. Et donc, elle avait des bases quand même. Donc, elle a tout refait du début. Elle a repris tous les modules un par un. Et évidemment, elle est allée beaucoup plus vite. Aujourd'hui, elle a un niveau, c'est exceptionnel. Moi, elle m'émeut quand je dis ses travaux. Et je plaisante à peine. Elle est très très forte parce qu'elle avait déjà des bases, tu vois. Elle a développé ça pendant des années. Donc forcément, elle allait plus vite, elle a pris de l'avance, etc. Mais voilà, il a quand même fallu refaire ce travail, tu vois, d'empiler les Legos les uns à la suite des autres pour... Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on capitalise sur ce qu'on a déjà vu avant, ça nous permet d'aller plus vite, mais ça n'empêche pas qu'une méthode, eh bien c'est une méthode, et une méthode, si on enlève une brique, ça ne marche pas, donc il faut tout reprendre. Voilà. Ouais, c'est clair. Et par rapport à toi en tant que copywriter, comment est-ce que ça t'a, tu vois, le fait de créer une méthode, de former des gens, comment est-ce que ça t'a aidé, toi, à t'améliorer en tant que copywriter, tu vois, au niveau... Parce que moi, je considère que quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, il faut le déconstruire, le recompiler pour que ce soit plus facile à digérer. Et puis, tu fais plus d'efforts aussi quand quelqu'un te fait confiance pour l'accompagner. Ouais. Tu sais, c'est plus voir, tu étais freelance, tu avais la partie aussi agence de copywriting qui s'est créée. Et après, tu es devenu formateur, mais ton niveau en copywriting n'a pas cessé d'augmenter aussi. Ouais, alors c'est bizarre de parler de soi comme ça, du coup. Mais on est là pour se parler de toi, d'ailleurs. Ouais, non, mais je sais. Ouais, non, mais je sais, mais c'est en toute modestie, je pense vraiment avoir atteint un niveau. Je pense que j'étais pas trop mauvais au départ, quand même, parce que je m'étais beaucoup formé, j'avais beaucoup pratiqué. Mais en enseignant, je pense que j'ai vraiment passé des caps, quoi. Mais vraiment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu dois, d'ailleurs, il y avait, je sais plus qui disait ça, mais pour apprendre quelque chose, pour vraiment maîtriser un sujet, enseigne-le. C'est moi qui l'ai dit dans l'interview qu'on avait faite, qu'on remplace là. Ouais, mais c'est pas une citation. Si, ça. Moi, je pense que ça vient, que j'ai lu ça dans Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Ok. Ben voilà. Qui venait d'autre chose, c'était une citation d'autre chose, mais que ouais, il y avait 3 niveaux de. On va te l'attribuer. Moi, je vais dire, donc comme dirait Ambroise Debray. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, tiens, un truc tout bête, tu vois, tu te rends compte que, voilà, t'as appris un truc, t'as lu un truc dans un chapitre d'un bouquin, t'as trouvé ça génial, et puis tu te dis, putain, faut absolument que j'en parle à Ambroise. Salut Ambroise, tu sais pas, je viens de découvrir un truc, c'est génial, et là je commence à t'en parler, tu vas me poser une question sur le truc, et je vais me rendre compte, merde, en fait je sais pas y répondre. C'est juste une notion, je crois la maîtriser, et dès que je t'en parle, toi tu vas me poser des questions, ou alors je vais me rendre compte qu'en te racontant le truc, il y a une notion qui me manque, il y a un maillon qui me manque, du coup je vais devoir faire des recherches pour te répondre, et ça va me permettre de, au final, vraiment maîtriser le sujet. Et c'est exactement ça qui se passe lorsque tu crées ta formation, c'est qu'au départ tu te dis, ok, bon, je maîtrise le truc, donc ça va le faire, et puis au fur et à mesure que tu le construis, eh bien, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui manquent. Il y a des, voilà, pour expliquer une notion, tu te dis, ah mais tiens, j'y avais jamais pensé, comment ça se fait que ça, c'est comme ça? Et du coup, tu vas faire des recherches, tu vas creuser, et ton niveau va exploser, en fait. C'est-à-dire tu deviens meilleur, quoi. Vraiment, mais c'est flagrant. C'est clair. Et là, on parle dans le côté freelance et formation en ligne, etc. Moi, j'ai un exemple aussi d'un de mes meilleurs amis, Arthur. Pas Arthur du tennis, que j'interviewais aussi pour Freepreneur, mais un autre Arthur, qui lui a toujours été excellent à l'école, scolairement, et un des tops de notre promotion HEC sur 1000 personnes. Et dès le début, en fait, on se connaissait à peine, il nous faisait réviser. Genre, il nous organisait des séances de révision pour nous aider. Et lui, ça lui permettait d'être meilleur. Il nous réexpliquait tous les concepts en parlant, etc. Et
Et il avait même fait des fiches de révision pour nous, notre coloc de potes de HEC. Malin Arthur, malin. Et du coup, ça l'aidait lui à passer aussi encore au niveau supérieur dans ses révisions et vraiment maîtriser le truc à fond. Et j'ai appris aussi après, parce que ma cousine a fait HEC et d'autres gens, que ces fiches de révision tournaient encore quelques années après. Ah ouais. Dans l'école, tu vois. Et donc, tu penses que le fait justement qu'il vous aide, qu'il fasse ses fiches, qu'il vous réenseigne, si on peut dire, si je puis dire, ça lui permettait justement d'être classé parmi les meilleurs. C'était ça qui justifie en partie son... Je pense, parce que tu vois, tu as cette partie, tu apprends le cours, c'était un peu du par cœur bête et méchant, mais avec la logique économique, etc. derrière. Et le fait de déjà nous réexpliquer, faut que tu réexpliques dans des mots plus simples de ce que tu as compris. Et en plus, nous, on lui posait des questions là-dessus. Donc lui, il fallait qu'il réponde à nos questions, et c'était peut-être des questions et des réponses qui étaient dans les lignes du cours, tu vois. Fallait avoir le contexte autour. Qu'il ait croisé. Et donc ça, je pense que ça t'aide. Et puis, c'est un truc, tu vois, moi, dans ce que je fais, le growth marketing, là, une des bases, c'est l'analytics, pouvoir mesurer ce qui se passe sur un site, les conversions, etc. Et j'ai toujours fait ça depuis que je fais du marketing, depuis 2013-2014. Et quand j'ai donné le cours à HEC de Web Analytics pendant un an, donc j'ai commencé en 2018, de mai 2018 à mai 2019, et même si je maîtrisais le sujet vraiment profondément, je l'avais fait à des niveaux avec des millions de visiteurs chez les pages jaunes, etc. Le fait de devoir le renseigner, ça m'a forcé à vraiment aller dans le fond des choses. Il y a des définitions de métriques que, pour l'expliquer, c'était pas forcément évident pour moi. Alors que là, j'ai dû reprendre le travail de base pour pouvoir expliquer à des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine. Il y avait des gens qui suivaient mon cours, c'était un cours de master, qui est de master donc en marketing web, mais des gens qui faisaient un master en management de l'art. Donc, donc rien à voir, pas dans le web. Du marketing et du web, et du coup réexpliquer ça avec des exemples qui leur parlaient aussi. Moi, j'ai monté en niveau là-dessus, et ça m'a permis de clarifier des choses. Ouais. C'est ça. Alors tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on peut préciser ta citation. Je crois que c'était pour maîtriser un sujet, enseigne-le à un enfant de moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Ça te parle? S'il faut pour maîtriser un sujet, enseigne-le à un enfant de 10 ans. Et là, c'est comme en startup, tu as le grandma pitch. Si tu peux pitcher ton idée à une grand-mère et qu'elle comprenne et qu'elle soit intéressée, tu as gagné. Tu vois. C'est que c'est clair. C'est que c'est assez clair. Okay. En France, je pense que c'est un peu la même logique. Mais avec encore moins de contexte de compréhension globale. Quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu, Adrien, du copywriting. C'est quelque chose qui... moi, je t'avoue que je sais ce que c'est depuis un moment, parce que j'étais en Canada, Amérique du Nord, je me suis formé auprès d'Américains en growth marketing, etc. En France, c'est arrivé un peu après, au niveau, c'est devenu connu un petit peu après, dans le monde du marketing, même si ça a toujours été... C'est tout récent, le terme et puis la façon dont c'est fait, mais en ce moment, on peut dire que c'est quand même en hype. Il y a plein de gens qui veulent se former à ça. C'est un peu la mode, Il y a plein de gens qui veulent se former au closing, plein de gens qui veulent se former au copywriting, parfois pas forcément pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que toi, qui est vraiment dans le domaine, qui l'a appliqué pour tes formations d'investissement à la base, puis qui est devenu freelance, puis qui l'enseigne, qu'est-ce que tu as à dire sur cette hype? À quoi tu penses que c'est dû? Où est-ce que tu penses que ça va aller par la suite? Alors, à quoi c'est dû? Il y a plusieurs choses. C'est d'abord que, c'est que ça paraît facile en fait. Alors ça c'est le côté un peu négatif, mais attention, il y a d'autres choses. Alors c'est que c'est un peu, ça paraît facile. C'est-à-dire qu'on te dit, grosso modo, aujourd'hui tu fais, tu vois, je sais pas, par exemple, tu n'as pas de qualification, tu peux te dire copywriter du jour au lendemain, et puis c'est cool parce qu'un copywriter, ça gagne bien sa vie. Évidemment, les choses ne sont pas si simples et ça ne se passe pas exactement comme ça, mais ça c'est un des premiers éléments. Et puis c'est peut-être aussi un des arguments commerciaux, peut-être de certains formateurs en copywriting, de certaines formations. Ce métier te permettra de gagner 6 000 € par mois en 2 mois. Ouais, c'est ça. Alors que dans les faits, ça se passe pas. Enfin, c'est pas en 2 mois que ça se fait, quoi. Donc ça c'est le premier truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée pour afficher un titre de copywriter. Après les résultats, après, que tu obtiens pour les clients parlent d'eux-mêmes. C'est ça.
Alors, et du coup, c'est pour ça, c'est là que le bas blesse en fait. C'est qu'un copywriter qui gagne bien sa vie, c'est un copywriter qui a des clients réguliers, des clients fidèles. Parce que par définition, tu vas pas demander à quelqu'un qui te connaît pas de te payer 10 000 € par mois, tu vois. Parce qu'il te connaît pas. Personne n'est assez fou pour se dire ah bah oui, tiens, pas de problème. Vas-y, fais-moi une page de vente et je vais te donner 10 000 €. Non, ça n'existe pas. En fait, ça se passe pas comme ça. Pour arriver à des résultats financiers intéressants, au départ, on doit créer une confiance avec les clients et on doit commencer par lui proposer des prestations pour lesquelles, il doit lui proposer des prestations et des tarifs qu'il va être prêt à mettre sans te connaître. Donc tu peux pas dire ouais, c'est même 5 000 €, tu vois, quelqu'un qui ne te connaît pas, il met pas 5 000 € en fait. Donc au départ, tu commences doucement et au fur et à mesure que tu obtiens des résultats, eh bien, tu peux te permettre d'augmenter tes tarifs. C'est-à-dire que si tu lui dis, écoute, je te propose, voilà, on travaille ensemble pour 500 €, mettons, on fait ça. Et puis là, tu lui obtiens des résultats, il fait directement 20 30 000 € de mieux que ce qu'il faisait avant toi. Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu peux te permettre de lui dire, écoute, pour la prochaine prestation, je te propose qu'on passe à 1 000 €. Si tu lui as permis d'obtenir 20 ou 30 000 € de mieux que sans toi, avant de t'avoir, évidemment qu'il va accepter, tu vois, et tu es légitime de le demander. Tu es légitime de demander d'être mieux payé parce que tu lui permets d'obtenir des résultats. Mais il faut lui permettre d'obtenir des résultats. C'est la condition sine qua non. Un copywriter qui gagne bien sa vie, c'est un copywriter qui a créé une relation de confiance et qui a obtenu des résultats avec un client. Donc, c'est un copywriter qui est bon et qui est bien formé. C'est quoi, tu peux remplacer copywriter par freelance, c'est pareil. Hein, oui, c'est ça en fait. Moi, je suis en train de recruter plusieurs personnes là, et en tant que personne qui embauche entre guillemets des freelance, tu penses toujours à ça aussi comme avec un retour sur investissement. Mais c'est ça. Quand on te démarche, quand tu es un freelance, on se fait tous démarcher par des freelances. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est tellement important. Quand un freelance te démarche et on ne se connaît pas et directement, il veut entrer en relation avec des tarifs où tu te dis mais même pas en rêve, mec, je vais pas te payer 2000 balles pour un truc où je suis pas sûr d'avoir des résultats. Tu vois, et c'est un débat ça. Est-ce qu'on doit être payé si on n'a pas obtenu des... Tu sais, en débat de freelance, est-ce qu'on doit être payé si on n'a pas obtenu des résultats? Alors beaucoup de personnes disent oui parce que tu as travaillé. Tout travail mérite le salaire. Mais moi je dis non. Moi je dis non, je suis désolé. Je te dirais que déjà quelqu'un qui t'annonce ses prix de but en blanc comme ça, pour moi c'est mal barré. Déjà c'est mal barré. Parce que c'est pas le premier sujet, c'est d'abord est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as besoin de mon aide, etc. Ça arrive à la fin. Ouais, c'est ça. Et puis moi je recommande aussi beaucoup l'approche de test ou dans les deux sens, pour toi voir si le client il y a un fit et lui aussi. Ouais, on fait ça. Tu peux l'aider et c'est ça. C'est ça. Mais du coup, ce qu'on disait avant par rapport au freelance, c'est un investissement pour une entreprise, d'embaucher un copywriter, un designer, etc. Il faut qu'il y ait un retour. Et pour moi, il y a des métiers dans lesquels c'est plus ou moins facile d'évaluer ce retour. Je parlais tout à l'heure de closer, publicité, copywriting. On a des impacts directs sur les ventes. C'est très facile. Design, il y a des éléments, des chiffres qu'on peut utiliser. Mais pour moi, un freelance doit être rentable x10 ou plus pour ses clients, pour que les clients aient envie de continuer à travailler avec et d'augmenter avec, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est un truc, il y a beaucoup de freelances qui sont stressés, je dis ça parce qu'il y en a qui sont stressés. Ok, j'ai un client, on n'a pas d'entente, on n'a pas de date de fin, etc. Mais je sais que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Moi, le client que j'ai gardé, j'ai aucun stress parce que je sais que je suis rentable pour eux x10, x20, x30, dépendamment des mois. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à plus travailler avec moi. Exactement. Et c'est un truc. Et même de chercher quelqu'un pour te remplacer, parce qu'il y a. Et j'ai vu qu'ils se sont fait démarcher par des gens pour remplacer, ils les ont envoyés bouler parce que pas besoin. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, parce que beaucoup de gens se disent freelance, copywriting autre, ça peut être yo-yo, stable, la galère. On connaît tous des auto-entrepreneurs qui survivent un peu, entre guillemets. Alors qu'en fait, ça peut être stable. Déjà, de la façon, le type de mission qu'on prend, le métier, la compétence, et aussi si on est bon, en fait, si on apporte des résultats dans ce qu'on fait. Et surtout, Parce que sinon, et l'autre chose, je rajouterai encore une chose, parce que regarde, la dernière chose, c'est si la communication, c'est un élément tellement important, parce que tu vois, par exemple, tu parles
de ton activité de growth. Donc ton client n'aurait aucune raison de te remplacer parce qu'ils ont un bon retour sur investissement. La seule raison que je vois pour laquelle il pourrait se dire ouais ok ça marche bien avec lui, mais en fait la communication elle est compliquée, c'est chiant quoi, tu vois, ça nous fait perdre du temps, etc. Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelqu'un d'aussi bon mais avec qui on communique mieux et voire même quelqu'un d'un peu moins bon avec qui on communique mieux. Je pense que la communication, c'est un élément clé dans la collaboration. C'est clair. Et je suis d'accord là-dessus et justement, moi je recommande à tous les freelances de faire un point hebdo avec leurs clients. Si possible, un appel. Pas forcément à chaque fois, mais ou alors un point vidéo de recap de voilà ce qui s'est passé. Ouais, un petit loom, voilà. un petit truc. Voilà ce qui s'est passé, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, qu'est-ce qu'on fait et voilà la suite. Juste ça, bien cadré, ça prend 15, 20, 30 minutes. La relation elle augmente. Moi justement mes clients, j'ai été les voir au Québec quand j'y étais. Là, je leur donne des conseils de voyage parce qu'ils vont au Mexique où j'ai été. Génial. Et c'est une relation qui est vraiment sympa et c'est ça aussi qui fait que c'est agréable, c'est qu'il y a une relation pro et perso qui se crée aussi. Et en plus, on les aide dans leur mission à eux, ils nous aident dans la nôtre. C'est ça, alors ça c'est vraiment c'est propre au freelancing. C'est ça aussi qui est appréciable dans le freelancing. C'est parce que finalement on pourrait se dire, bah ouais mais on travaille en récurrence avec nos clients. Je sais que moi je travaille j'ai travaillé longtemps au forfait, c'est-à-dire que je facturais X euros par client et par mois. Maintenant je mets en place un nouveau système de commissionnement, mais c'est un autre sujet. Mais on pourrait se dire du coup, ah, mais en fait si tu es payé tous les mois c'est comme si tu étais salarié. Mais en fait non, on est freelance et en tant que freelance, on est libre, tu vois, on est libre. Et du coup on a une relation qui est différente, on est partenaire, il n'y a pas de lien hiérarchique en fait. Tu vois, toi tu es un businessman, on va dire, tu as ton entreprise et tu es face à un autre businessman et on collabore. Donc on est vraiment au même niveau. Et ça, pour moi, ça c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais revenir à l'entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire au salariat. Effectivement, lapsus bizarre. Non, mais ouais, au salariat, c'est-à-dire que ce côté de lien hiérarchique, alors des comptes, on a des comptes à rendre, tu vois, à nos clients, mais c'est pas pareil en fait. Oui, c'est une relation plus, je dirais un peu plus saine, Ouais, c'est ça. Plus sur le même niveau. Il n'y a pas de subordination. On va tous dans la même direction. On a chacun notre rôle à jouer, mais on veut tous aller vers l'avant. Et je me souviens, Adrien, que tu m'avais parlé la dernière fois je reviens un peu sur ton parcours, etc. Pour maintenant où tu en es. Tu m'avais parlé qu'on t'avait dit que tu n'étais pas du tout fait pour la vente, que tu ne serais jamais entrepreneur dans ton parcours. Aujourd'hui, tu es plus doué en vente, tu es entrepreneur, tu es nomade à l'étranger. Comment tu réfléchis sur ce qu'on t'a dit à l'époque et qu'est-ce que tu en as fait en fait pour… Ça c'est une belle vengeance. Pour resituer un peu le contexte, donc c'était quelqu'un qui était dans mon cercle familial, on va dire, qui était, enfin pas familial, sans rentrer dans les détails, mais bon, quelqu'un qui avait une grosse boîte de production vidéo avec les hôtels particuliers sur les Champs-Élysées, un truc sérieux, tu vois. Donc en fait pour moi c'était pas un mentor, mais c'est des paroles qui pèsent, tu vois, c'est des paroles qui sont importantes en fait. Et quand ce mec te dit mais toi tu pourras jamais être entrepreneur en fait parce que tu es trop gentil. Putain, mais c'est dur quoi. Et du coup, c'est des trucs qui restent ancrés. Trop gentil, ça veut dire trop sensible en fait. C'est un problème d'empathie. Un problème, j'y arrive. Mais tu vois, quand tu es quelqu'un d'empathique, ce que je crois être, eh bien en fait, t'es gentil, voilà, t'es perçu comme un gentil parce que tu fais attention aux autres, parce que voilà. Et donc parce que j'étais trop gentil, je pourrais jamais être un entrepreneur, voilà. Et c'est quelque chose qui était resté dans ma tête. Et au départ, du coup, quand j'ai commencé à lancer mon activité de conseil en investissement, j'avais ça en tête, si tu veux. Je me disais, il faut pas que je sois gentil, tu vois. Il faut pas que je sois gentil. Et en fait, j'ai compris… Tu serais donc un connard. Mais, pas un connard, mais en fait, c'est juste que j'y arrivais pas, en fait. Enfin, du coup, j'étais pas aligné. C'était pas toi. Mais c'est vrai, j'étais pas aligné, j'étais pas moi. Et c'était difficile, c'était pas moi, quoi. J'y allais contre mon gré, c'était pas agréable.
Et puis, finalement, tu te rends compte que ouais, si ça se met à klaxonner à côté, ça va être marrant. Mais non, et puis finalement, ouais, je me suis rendu compte que l'empathie, c'était en fait une force. Ouais. C'est pas la gentillesse, c'est l'empathie. C'est-à-dire comprendre les autres, quand tu les comprends, tu deviens capable de résoudre leurs problèmes et de leur apporter une solution. Et un bon copywriter, c'est quelqu'un qui a cette compétence, qui a cette capacité à comprendre les personnes en face et à leur apporter une solution. Ouais, mais je pense que tu vois, de son point de vue de business traditionnel. C'était un ancien aussi, tu vois. Voilà, à l'ancienne, tu vois, dans un monde où on peut être avec un ordinateur à Chiang Mai et monter des business, des formations et tout ça, c'est plus la même réalité. C'est plus la même chose. Tu n'as plus besoin d'être sur place à gérer des gens, je sais pas, dans une usine ou quoi, quand tu as ton entreprise. Ouais. Donc, puis la gestion des contrats à l'ancienne, tu sais, un petit peu, on imagine les mecs avec leur attaché-caisse, le machin, et tu sais, les contrats, enfin, ouais, c'est vraiment la vision que j'ai, tu sais, les films. C'est 100 000, tu vois, c'est tout ce côté un peu dur et tout, mais n'importe quoi, ça n'existe plus, c'est terminé, quoi. Ouais. Enfin, pas dans notre environnement, en tout cas. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça t'a nourri un peu pour... Ouais, au départ, ça m'a frustré. Et puis derrière, derrière, je trouve que c'est une bonne vengeance, tu vois. Tu sais, quand j'entends des trucs parmi les meilleurs copywriters francophones et tout, ça me flatte, tu vois. Et puis mes résultats parlent d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'ai l'impression de partir de loin. Et c'est cool, quoi. C'est agréable. Comme quoi, on peut être un très mauvais vendeur et en se formant, on peut devenir très bon en vente. Et justement, par rapport au côté formation, tu t'es formé dans différentes choses, sur la formation en ligne, sur le copywriting, sur plein d'autres choses. Est-ce que tu as une façon de faire quand tu dois te former? Est-ce que tu te tournes vers des livres, des formations en ligne? Comment tu attaques ça? Alors, moi, je me forme tous les jours. C'est un truc, et c'est-à-dire que je me forme et je me reforme tous les jours. Tiens, j'aime bien parler du livre Le Petit Prince. Tu as déjà lu Le Petit Prince? Tu l'as lu quand tu as appris à lire à 6 ans, 7 ans. Et puis, si tu le relis à 20 ans et si tu le relis à 30 ans, c'est une lecture différente parce que tes expériences de vie font que tu comprends les choses différemment. Et bien, pour les formations, c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai une première lecture d'une formation ou d'un livre. Je considère que les livres sont des formations de toute façon. Un chapitre de livre, c'est un module de formation. Et en fait, la première lecture est toujours différente de la deuxième au fur et à mesure des expériences. Donc on va dire que je vais avoir une espèce de petite bibliothèque ultra précieuse. Et ça, c'est mes trucs que je me repasse de temps en temps, mes formations que je me refais de temps en temps, ou mes livres que je relis de temps en temps. Et à chaque fois, ceux-là, c'est ceux qui me font regrandir et regrandir et regrandir. Donc je me forme tous les jours, avec au moins soit un module, soit un chapitre, quel que soit le domaine. En ce moment, je me suis remis à la guitare. Donc, donc tu vois, c'est pas forcément le marketing. C'est là, en ce moment, tous les jours, je fais un module sur une formation en guitare, je pratique. Et puis voilà. Mais je me forme absolument tous les jours et ça me permet de rester dans... Je sais pas, en se formant tous les jours, en fait, il y a une espèce de motivation, ça garde la motivation à un niveau assez intéressant. Puis un effet composé aussi de tout ça au fur et à mesure. Ouais, tu vois que tu progresses et puis... Puis ça te met dans une... un formateur qui se forme pas, c'est bizarre, tu vois. Ah ouais. Ça te permet de te rester challengé. C'est vrai que le côté formation pro, perso, moi aussi, je suis dans ce mode-là aussi de me former tous les jours un petit peu. Et ça... en fait, tu as l'impression d'avancer sur d'autres choses aussi en parallèle qui te font t'améliorer dans ta vie pro et perso de tous les jours et qui au final nourrissent aussi le reste. Et c'est ça. En fait, il y a des choses qui n'étaient pas accessibles. Par exemple, quand tu parles d'effets composés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a un moment, quand tu es suffisamment formé sur un sujet, tu peux passer à un autre et ça fait du sens. Et plus tu es formé sur différents sujets, et plus ça t'ouvre des portes pour te former à d'autres choses. Et franchement, apprendre, c'est un des plus grands plaisirs qui soit. Moi, j'adore ça, tu vois. Et te rendre compte que, tu sais, c'est comme parler une autre langue. Te rendre compte que tout à coup, tu as un nouveau monde qui s'ouvre à toi parce que tu comprends cette chose-là, tu peux apprendre d'autres choses. C'est génial. Et du coup, ça te permet de grandir, en fait. Puis je trouve qu'en apprenant tous les jours, tu sais, tu apprends, il y a la partie consommer la formation, peu importe le format, il y a aussi la partie exercice, l'appliquer, etc. Et si tu apprends tous les jours, tu te formes, tu as envie aussi de l'appliquer tous les jours pour
tu vas le mettre en place. Ouais. Et du coup, tu as la combinaison des deux qui fait que ça te rappelle quelque chose. Je sais pas si tu suis une formation de... je sais pas, je pense à un truc, tu vois, genre le livre Comment se faire des amis là, de Dale Carnegie. Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu une fois. Ouais. Super. Ils ont, dans les quelques semaines ou mois après, c'était dans leur esprit quelque part, et quand ils voyaient quelqu'un, ils l'appelaient par son prénom, etc. Tu vois, les conseils de base. Mais si tu te relis ça, ou si tu le lis justement un chapitre par jour au fur et à mesure, bah, ça va beaucoup plus être ancré dans ton quotidien, parce que tu vas l'avoir lu sur je sais pas combien de chapitres, mais sur une dizaine, vingtaine de jours. Ouais. Et donc tu vas l'avoir appliqué au fur et à mesure. Mais il y a des études là-dessus. Okay. Il y a des études là-dessus qui nous expliquent qu'en fait on doit processer l'information et on nous explique qu'il faut 2 fois plus de temps. Alors évidemment ça va dépendre des personnes, on ne peut pas le calculer exactement, mais grosso modo il faut 2 fois plus de temps pour processer l'information, c'est-à-dire pour intégrer une information complètement que pour la consommer. Tu vois, enfin, grosso modo, par exemple, c'est pour ça que c'est important de faire des pauses. Lire 4 chapitres à la suite, ça sert à rien parce qu'en fait, il y a 4 notions fondamentales dans un livre. Donc, il vaut mieux lire un chapitre. Donc, par exemple, ça t'a pris 30 minutes à lire un chapitre. Bah, faire une pause d'1 heure, processer ce chapitre, y penser. Et puis ensuite seulement aller sur le chapitre 2. Donc 30 minutes un chapitre, 2 fois 30 minutes, donc 1 heure pour le processer et ensuite éventuellement chercher à intégrer une nouvelle idée. Par contre, si tu fais 3 chapitres d'affilée, bah, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arrêter? Tu vas processer seulement le dernier chapitre. Et donc les 2 chapitres précédents, tu seras passé à côté, c'est dommage. Ouais. Puis il y a aussi la notion de capacité d'attention aussi, de concentration. Surtout dans le même genre de tâches. C'est ça. Bah ça, si tu veux, je peux te parler de ça. Justement, c'était ma question suivante. Ah bah écoute, belle transition, magnifique. Comment tu travailles, quelles sont tes habitudes et le chemin aussi qui t'a amené là. Parce que je sais que ça fait des années que tu expérimentes sur différentes manières d'être le plus efficace, productif possible pour toi. Et surtout dans ton activité de copywriting et de formateur qui sont particulières. C'est pas un emploi de bureau où tu traites des factures pareil tous les jours. Il y a beaucoup de travail créatif, d'amélioration et aussi énergivore, tu vois, les coachings et tout, ça... C'est dur, enfin, parfois c'est un peu dur. Ça prend beaucoup d'énergie. Alors, tous ces métiers créatifs, alors le copywriting en fait partie, mais en fait, la plupart des métiers où on utilise notre cerveau, quoi, je veux dire, tu sais, où tu dois... Enfin, même en growth, tu dois penser des stratégies, tu dois analyser des données, ben voilà, en copywriting c'est un peu la même chose. Ça consomme énormément d'énergie. Et je suis convaincu que travailler, se faire des journées de hustle, tu sais, le mouvement hustle, là, se faire des journées de 12 heures par jour, ça ne sert à rien. Alors, en plus du fait que ça ne sert à rien, honnêtement, c'est pas du tout mon objectif. Moi, travailler 12 heures par jour, c'est pas mon but, tu vois. Je veux vraiment que mon travail soit au service de ma vie, tu vois. Ça c'est mon quotidien. Moi, tous les jours, je viens marcher ici ou à côté d'un autre lac, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que je travaille. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de se faire des journées à 12 heures par jour. C'est pas du tout mon objectif. Ce que je veux, c'est être efficace. Alors, on se rend compte que quand donc ça c'est pareil, il y a des recherches, je peux citer le bouquin Flow du hongrois avec un nom imprononçable, donc F-L-O-W. On se rend compte en fait qu'on ne peut pas être efficace être concentré, être focus plus d'une certaine durée chaque jour. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, notre capacité d'attention est épuisée et ça ne sert plus à rien de chercher à travailler. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de prendre du temps pour soi, pour connecter les informations, pour processer finalement. Recharger aussi. Ben c'est ça, en fait c'est recharger. En tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de prendre du temps pour connecter les points, connecter les informations. Du coup, la façon dont moi je procède aujourd'hui, c'est que je travaille énormément avec des timers, des chronomètres. Alors, je considère, alors c'est pas moi qui le considère, c'est juste qu'il y a des études là-dessus et du coup moi je pars là-dessus, que je peux pas être efficace plus de 4h30 par jour. Donc je travaille 4h30 par jour, point. Et ces 4h30, je les divise en 3 sessions d'1h30 chacune. Donc d'une manière générale, j'arrive dans un café ou dans l'endroit où je veux bosser ce jour-là à 7h du matin. Je lance un premier chrono jusqu'à 8h30. Ensuite, je prends 30 minutes de pause. 9h, 10h30.
30 minutes de pause, 11h, midi et demi. Midi et demi, ma journée est terminée. Le reste de la journée, je vais le consacrer à me balader, à réfléchir, à lire, tu vois, à faire des trucs pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais processer l'information. Mais ce moment-là, il est aussi important pour moi, dans un métier créatif, il est aussi important que la matinée, en fait. Si j'avais pas l'après-midi pour processer l'information, ma matinée serait pas aussi efficace. Tu vois, c'est fondamental. Voilà. C'est 4h30, c'est travail créatif. Je sais qu'il y a des jours où tu as des coachings aussi l'après-midi ou le soir. Ça, c'est différent. Tu le comptes là-dedans ou c'est... Non, ça c'est différent. En plus, okay. Ça c'est en plus. Okay. J'ai deux après-midi où j'ai les coachings à cause du décalage horaire en fait avec la France. Okay. Donc ça je le compte pas dedans. Okay. Voilà. Mais c'est 4h30 de travail créatif. Effectif. Pas créatif. Mais... Pas que créatif. Je vais m'organiser en fonction de ce que ça demande comme énergie. Par exemple, je vais faire... Alors ça, chacun doit voir un petit peu, chacun doit tester les choses. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est consacrer la partie créative à la première session consacrer la première session de travail à la partie créative. D'accord ? Donc 7h, 8h30, ça va être la partie créative. Okay. Et puis la partie vraiment un peu, tu sais, genre si je dois faire un inbox 0, donc vider ma boîte mail, bah, ça je vais le faire dans le dernier bloc de travail, donc de 11h à midi et demi. Okay. D'accord ? Voilà, ce qui est important, je vais le faire en premier. Et puis au fur et à mesure, les tâches, les machins, je les fais dans les derniers blocs. Voilà. Alors par contre, si on étudie un petit peu les recherches nous montrent que le cerveau le corps est plus effectif à certaines heures de la journée, donc c'est en fonction du soleil, machin, voilà, l'horloge interne. Ce que tu as mangé. Ouais, tout ça. Mais du coup, on nous explique que le pic de créativité est plutôt vers 10h du matin. Moi, si j'ai commencé à 7h, à 10h, je commence déjà à être un peu cuit. Ouais. Donc, c'est pour ça, tu vois. Donc, je préfère mettre le bloc de créativité en premier et après la stratégie et puis après les tâches. Okay. Voilà. Et à l'intérieur de ces blocs d'1h30, eh bien, j'utilise des timers, encore une fois, donc des chronomètres dans les chronomètres, tu vois. Mais ça paraît compliqué, mais en fait, c'est hyper simple pour chaque tâche que je fais. C'est-à-dire que je pars jamais dans la rédaction d'un email, par exemple, ou dans une session de recherche, parce qu'on fait beaucoup de recherche en copywriting. Je pars jamais sur une tâche sans fixer une deadline. C'est-à-dire que je me dis, bah voilà, cet email, tu dois l'avoir terminé dans 40 minutes, quoi qu'il arrive. Donc, je suis dans mon bloc d'1h30, je lance un timer 40 minutes et à la fin des 40 minutes, mon email doit être terminé. Pourquoi je fais ça ? Donc là, je fais référence à la loi de Parkinson. La loi de Parkinson qui nous dit que plus tu as une grande valise, plus tu emmènes d'affaires avec toi en voyage, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est la même chose avec le temps. Plus tu t'octroies un temps important, tu vas toujours remplir la plage de temps que tu t'octroies. Et tu vois, si on prend l'exemple de quand on était au lycée, par exemple, quand on avait une rédaction, une dissertation à rendre, si on nous disait, voilà, tu as 3 heures pour faire ta dissertation, généralement, tu finissais au bout de 2h59. Si tu avais 1 heure pour le faire, tu finissais au bout de 59 minutes. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. Alors, et du coup, moi, je fonctionne comme ça. Donc, j'essaye toujours de réduire cette durée. Je sais qu'un email, c'est 40 minutes. Je sais qu'un post Instagram, c'est 15 minutes. Je sais toutes ces choses-là, et ça me permet d'avancer très vite en étant focus. Alors évidemment, il y a des règles à respecter quand on travaille en sprint focus, c'est que déjà, il n'y a pas de notification possible, ça c'est mort, tu vois, on éteint WhatsApp, on éteint tout, il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne pense pas à autre chose, on est indérangeable, personne ne vient de parler. Moi, ce que je fais parfois, d'ailleurs avec les amis qui sont ici, c'est assez marrant, c'est que parfois le matin, moi je vais me planquer. Alors je dis je vais me planquer, personne ne me cherche, tu vois, c'est pas vrai, je me planque pas, mais je vais aller dans un café tout seul et je dis à personne où je vais, tu vois. Personne connaît. Ouais, je vais dans un café où même Ella, tu vois, ma compagne, je dis même pas où je vais dans un café tout seul, et comme ça je sais que personne va venir
lire parce que même s'il n'y a pas de mauvaises intentions, bah, tu vois bien, si quelqu'un arrive, je vais pas l'ignorer, tu vois. Et puis même, moi, je vais être tenté de lui parler et tout ça. Ouais. Donc pour pas être soumis à cette tentation, bah, je vais dans des endroits où je sais que personne ne va aller et je vais me planquer. Et puis voilà, je fais mes blocs de travail. Et puis comme ça, à 12h30, bah, je suis tranquille et je peux aller déranger mes concurrents. Je plaisante avec ça, mais je fais référence à une blague d'Antoine Rousseau qui était passé sur ton podcast d'ailleurs, ouais. Qui finit de travailler très tôt le matin aussi, il est très productif. Et je me souviens une fois, il avait fini sa journée de travail vers 9h ou 9h30 du matin. Ah ouais. Puis il est venu me voir en me disant ça y est, maintenant je peux venir te déconcentrer pour. C'était sur le ton de la blague évidemment. Et, et justement, quand on avait parlé de ça, et je suis intéressé de voir aussi, parce que bon, il y a la partie travail de création, on a parlé aussi que tu avais parfois des coachings à d'autres moments. Ouais. Tout ce qui est formation que tu fais tous les jours, je sais que tu fais pas mal de sport aussi en ce moment. Ouais. Toutes les activités que tu peux faire aussi en dehors, comment tu casses dans ta journée? Est-ce que tu les mets dans tes blocs de 1/2 heure de pause entre deux blocs de travail? Ah non. Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Alors, la règle pour ces blocs de repos d'1/2 heure entre les blocs de travail d'1h30, c'est de contraster au maximum avec l'activité, en fait avec l'état dans lequel tu te trouvais pendant le bloc de travail. Par exemple, si ton bloc de travail, c'était, il faut contraster sur tous les points. C'est-à-dire que si tu étais assis à ton bureau en train de, je sais pas moi, d'écrire un email, tu vois, donc tu es hyper créatif, machin, enfin pas créatif, mais tu es focus dans ton truc, eh bien ta pause, tu vas essayer de contraster au maximum. Donc du coup, tu étais assis, tu peux faire quelque chose debout en marchant. Tu étais en train d'écrire, bah, tu peux par exemple te dire je vais écouter de la musique, tu vois, ça contraste complètement. Ouais. Tu étais en train de faire un truc qui parle de... je sais pas moi, tu es en train de vendre des tondeuses, voilà, il y a de l'herbe. Tu étais en train d'écrire un email de vente pour des tondeuses, ouais. Bah, donc tu parlais de trucs sur les tondeuses, bah, tu vas faire un truc qui n'a rien à voir avec les tondeuses. Bon, du coup, j'ai pas d'exemple qui me vient là, mais... Les avions. Les avions, bah voilà, mettons. Tu vois, tu vas peut-être lire un truc qui a rien à voir. La position physique et aussi ce à quoi tu pensais. Quoi. Contraster tout au maximum. Si tu étais assis en train d'écrire un email sur les tondeuses, ouais. tu te lèves en... Tu vas marcher, tu vas écouter un truc. D'avion. Ouais, voilà. Okay. Non, bon, pour caricaturer un peu. T'essayes en fait de faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui contraste complètement pour faire une vraie pause. Mais ouais, c'est ça, il y a aussi le terme pause. Ouais, c'est ça. C'est pas aller enregistrer un audio d'email de vente. Ah non, faut pas que ce soit... bah, tu vois, par contraste, si tu étais en train de travailler, bah, tu vas faire une pause sur un truc où tu vas te divertir. Ok. Et tout simplement. Tu pourrais te dire, par exemple, dans mes 30 minutes, je me fais une session de sport HIIT haute intensité ou pas? Je pense. Moi, je le fais pas. Okay. Mais je pense que ça serait très intéressant. Après, ça peut donner de l'énergie aussi. Ben, ça peut te donner de l'énergie, mais ça peut aussi en consommer. Donc, c'est peut-être à tester. Mais avant la dernière session. Peut-être avant la dernière session. Il faut considérer que derrière, tu as encore 2 blocs intenses. Par exemple, après ta première session, tu as encore 2 blocs intenses de travail. Ouais. Et par exemple, manger, c'est pas une bonne idée, tu vois. Parce que après, tu as la digestion, tu vas pas être bien. Ouais. Donc, il faut considérer l'énergie que ça va te prendre. Mais bon, globalement, l'idée, c'est de se détendre, de se reposer, de faire un truc qui n'a rien à voir pour déconnecter et pouvoir reconnecter derrière. Okay. Et du coup, pour répondre à ta question sur le sport et tout ça, là, bah, ouais, en fait, je vais pouvoir intégrer... Tiens, tout à l'heure, je t'ai dit, par exemple, qu'en ce moment, je me forme à la guitare. Eh bien, je vais pouvoir me former à la guitare entre 2 blocs de travail. Par contre, je suis très souvent des formations d'entrepreneuriat, marketing, persuasion, psycho, machin, tout ça en permanence. Bah, si je suis sur un bloc copywriting, bah, je ne vais pas me former pendant la pause à un truc sur la psychologie en fait. Parce que c'est trop proche. Par contre, je peux me former à la guitare parce que ça n'a rien à voir, parce que c'est du plaisir, parce que c'est du divertissement pour moi en fait. Ouais. Donc ça marche. Tu vois, c'est toujours la notion de contraste en fait. D'accord. Ok. Question technique. Ouais. Est-ce que tu manges le matin ou tu es en jeûne intermittent jusqu'à... Jeûne intermittent jusqu'à à peu près 13h, quoi, 12h30, 13h quand je termine de travailler. Et je ne bois plus de café non plus. Donc, plus d'alcool, plus de café. Je bois pas d'alcool, je bois pas de café et je mange pas avant 13h. Ouais. Ok.
Et bah, c'est intéressant aussi, je pense, pour le côté alcool-café, parce que tu coupes tout ce qui pourrait te rendre addict ou moins productif, Ouais. en fait. Le cerveau est, en fait, lorsqu'on boit de l'alcool, alors il y a une espèce, alors ça j'ai déjà, il y a une espèce de mythe autour duquel boire de l'alcool, ça c'est Hemingway en fait, tu vois, c'est write drunk, edit sober, tu sais, écrit bourré et puis relis, enfin édité, tu vois, sobre. Ça, en vrai, ça marche pas. Je pense que ça marche, mais pas pour tout. Pour du copywriting, non. Je pense pas. Par contre, moi je sais qu'une on va dire une bonne moitié de mes articles de blog, tu sais, quand j'avais mon blog sur le growth marketing, j'en ai écrit une 60aine, une bonne moitié, à l'époque j'étais employé, j'avais plein de trucs à côté, une bonne moitié de ces articles-là, je les ai écrits une soirée le soir en rentrant d'une journée de boulot, avec un petit verre de vin rouge et un petit maté comme Tim Ferriss en fait qui recommandait, c'est comme ça qu'il a écrit La semaine des 4 heures. Mais par contre, j'avais déjà fait le plan, les recherches, le plan détaillé, les recherches avant. Donc c'était juste en mode flow, genre je mets tout ce que j'ai dans ma tête sur la page, tu vois. Pour débloquer. Pour débloquer. Pour débloquer. Ouais. Et après, j'avais une session d'édition, tu vois. Sobre. Sobre, du coup, ouais. Donc peut-être que pour certains cas, ça peut, certains contextes, ça peut marcher, mais copywriting, certainement que non. Probablement. Ou peut-être pour trouver des concepts de thèmes, peut-être pour débloquer les choses après. Ouais. Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Je crois que effectivement, l'alcool peut permettre de débloquer les choses. C'est-à-dire que ça débloquer une partie de créativité, etc. Pourquoi pas, sans tu vois, un verre de vin, entre un verre de vin et une bouteille, tu vois, donc un petit verre de vin, pourquoi pas, ça peut aider à se détendre et lâcher prise et peut-être trouver des idées et lâcher des choses comme ça. Pourquoi pas. La seule chose en fait pour laquelle moi j'ai décidé d'arrêter complètement et pour laquelle j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis presque 2 ans là, c'est que c'est les conséquences derrière en fait. C'est-à-dire que je pourrais me dire, je bois, je bois un coup en soirée et puis c'est bon quoi. En soirée, je suis pas en train de travailler. Mais le problème, c'est que derrière, je perds en clarté d'esprit pendant peut-être 2-3 jours. Et mais vraiment, en fait, je le ressens. C'est-à-dire que quand je dois me projeter, tu vois, dans les godasses d'un prospect. Eh bien, ça devient difficile si j'ai bu de l'alcool, mais même pas beaucoup, hein, mais si j'ai bu un peu d'alcool les jours précédents. Et voilà. Et du coup, j'ai un vrai bénéfice dans mon travail à ne pas boire d'alcool du tout. Si je devais reboire un peu d'alcool, comme ça, ce serait peut-être parce que je sais que j'ai une semaine ou deux sans travail derrière, juste sans bosser, quoi. Ce qui n'est pas près d'arriver a priori. Donc voilà, c'est aussi pour les conséquences derrière. C'est pas juste sur le moment, c'est aussi pour les jours qui suivent, parce que je perds en clarté d'esprit. Après, je pense qu'on est tous différents face à ça. Hein. Je juge absolument pas les gens qui boivent de l'alcool, quoi. On est tous différents face à ça. Et du coup, par rapport au café, est-ce que c'est le même Non, le café, ça n'a rien à voir. C'est juste que ça me fait mal au ventre en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Problème digestif. Ok. Tout simplement. C'est la caféine qui passe pas. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à part l'alcool, le café que tu as la cocaïne, l'héroïne, le crack, j'ai arrêté ça. Le crack, j'ai arrêté. Non, mais d'autres choses que tu as pu expérimenter, tester et tout ça. Moi, j'avais fait justement un des premiers articles de blog, j'avais fait Sober February, t'arrêtes l'alcool pendant le mois de février. Et ça avait été hyper intéressant parce que je l'avais fait quand j'étais étudiant, hyper actif, soirée et tout ça. Dur, et en plus, en plein hiver à Montréal, où ça réchauffe. Et c'était hyper intéressant socialement, même d'aller en soirée, de regarder comment les gens se comportent quand ils ont bu, quand ils sont pas bu, ce qui se passe. Tu te souviens de trucs que d'autres personnes ne se souviennent pas. Et tu dors beaucoup mieux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ah ouais. Et, Très intéressant ça. J'avais des gros problèmes de sommeil qui ont été... des gros problèmes de sommeil, c'est-à-dire que ça pouvait m'arriver de vraiment me réveiller en pleine nuit ou avoir beaucoup de mal à m'endormir, par exemple. Ça s'est complètement réglé avec l'arrêt de l'alcool
et l'arrêt du café. Pourtant, même quand je buvais du café, j'en buvais que le matin si tu veux. Ouais. Mais même boire du café le matin t'empêche de dormir le soir. Et du coup, je récupère beaucoup mieux. Donc vraiment, bénéfice extraordinaire. Oups, on est quand même en Thaïlande, donc quand il y a un petit truc qui te touche comme ça, tu te dis que tu vérifies que c'est pas un scorpion, je sais pas quoi. Non, un des vrais bénéfices à arrêter l'alcool et le café pour le sommeil et du coup pour tout le reste. Enfin, bon. Alors parfois, ce que je disais, c'est que parfois tu peux avoir des petites frustrations, notamment, par exemple, avant j'aimais beaucoup les très bons vins. Tu sais, moi je suis bourguignon. C'est un peu la région du vin. Bon, alors les Bordelais me diraient non, les Girondins me diraient non, c'est Bordeaux la région du vin. Mais donc un peu le fight entre les deux. Mais du coup j'aime bien les très bons vins. Mais bon voilà, écoute, c'est un choix et je l'assume jusqu'à maintenant. Après ça veut pas dire que je ne boirai pas du vin quand je serai en retraite peut-être. On verra. Ou si un jour tu prends des vacances. Ou si un jour je prends des vacances. Et justement, ce sujet des vacances entrepreneurs, moi pendant un moment j'ai pris des vacances, mais des semi-vacances, tu vois, où je ne déconnectais pas complètement et où je regardais des fois des mails, mais j'étais la plupart, enfin voilà, c'était peut-être une heure par jour, ou en tout cas c'était dans ma tête. Là, depuis 1 an et quelques, j'arrive à prendre des semaines complètement en déconnexion et c'est assez cool. Mais je vois aussi d'autres entrepreneurs comme toi qui ont un chemin un peu différent, qui disent bah moi mon rythme du quotidien est peut-être un peu moins plus relax, mais il y a moins, je prends pas de vacances ou moins de vacances. C'est un peu système scolaire français versus allemand, tu vois. Allemand, ils ont pas de vacances. Ils ont des vacances d'été, mais je crois que c'est 1 mois, tu vois. Okay. Par contre, l'école c'est de 7h du matin à 13h. Ah bah voilà, je ne savais pas, mais... et du coup, tu vois, c'est bon, toi, mettons, si tu travailles 7 jours par semaine à 4 heures par jour, donc ça fait 28 heures par semaine. Moi, je vais peut-être plus travailler, je sais pas, ça dépend des moments, tu vois, mais à 35, 45, 50, dépendamment des périodes. Mais par contre, je vais prendre des vacances assez souvent. Je prends quand même pas mal de vacances au final, tu vois, je prends peut-être... cette année, j'ai peut-être pris 2 mois de vacances, tu vois, ou de semi-vacances. Ok. Je sais pas, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que prendre des vacances et travailler un peu plus tous les jours, ça te plaît ou pas? Non, bah en fait, malheureusement, si je prends pas de vacances, c'est pas un choix délibéré. Okay. Je dois l'admettre. C'est que mon système ne me le permet pas encore. Enfin bon, je pourrais y réfléchir. Oui, certainement. Ouais. Mais notamment par rapport à mon engagement auprès de mes élèves. Parce qu'en fait, ma formation inclut un suivi rapproché des élèves. C'est aussi comme ça qu'on l'a fait sortir du lot face à des marketing manias, Stan Leloup, des gens très connus, tu vois. Ils sont dans le coin d'ailleurs. Oui, qui est vite à côté. Stan, si tu nous regardes. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à me faire ma place. Ouais. C'est en proposant un accompagnement vraiment très rapproché. Et donc dans le cadre de cet accompagnement, je ne peux pas me permettre de dire les gars, je pars en vacances, débrouillez-vous, tu vois, ça fait partie de mes engagements. Donc il faudrait juste que je me synchronise avec mes clients sur la partie copywriting. On part tous en vacances en août. Ouais. Et on reprend après. C'est ça, peut-être. Ouais. Et puis après aussi. Alors tu vois l'avantage avec le copywriting, c'est que tu peux quand même anticiper pas mal de choses. Tu peux planifier. Bah ouais, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu peux te dire, vas-y, je vais, mettons, si tu fais beaucoup d'emailing, tu peux te dire, vas-y, je vais faire tout mon boulot pour dans 2 mois, tu vois. Ce mois-ci, je vais charbonner et puis comme ça, tout sera programmé et toi, tu es tranquille, quoi. Ça, tu peux le faire. C'est vrai que tu peux, puis tu peux aussi, il y a du contenu, etc. Moi, en termes de coaching, c'est pas le même domaine. Toi, c'est un métier, tu apprends vraiment un métier. Ouais. Moi, je suis plus en support pour apprendre à trouver des clients. Et il y a beaucoup de matériel, c'est intense, etc. Mais moi, j'ai un système où c'est plus un coaching par mois, pendant 6 mois, pendant une plus longue durée. Ouais. Mais le temps qu'ils aient le temps d'appliquer les choses. Mais tu vois, les vacances, un effet aussi un peu pervers que je trouve, c'est que
bah oui, tu peux prendre de l'avance, tu vois, sur du contenu, etc. Mais en fait, du coup, tu arrives en vacances épuisé parce que tu as dû prendre cette avance, tu vois. Si tu ne l'as pas de base. Et oui, tu peux te cramer. Et même si tu as de l'avance, mettons, je sais pas, on parle de contenu, si tu as un mois d'avance, mettons. Ouais. Bah, si tu pars en vacances 2 semaines, il va falloir que la semaine avant que tu partes, tu prévois 3 contenus pour pouvoir avoir les 2 semaines de vacances d'avance pour garder ton avance d'un mois, plus la semaine d'après où tu vas revenir, parce que quand tu reviens, tu te prends un mur d'emails, d'informations à traiter, etc. Ouais. Et du coup, tu es très vite refatigué. Ouais. Et tu vois, c'est peut-être ça m'attirait justement d'avoir un rythme plus léger, plus sur la durée. Et pouvoir éviter ces rushs avant de partir, ces rushs en revenant. C'est intéressant parce que tu me fais réaliser, du coup moi je ne l'ai pas expérimenté, mais tu me fais réaliser qu'effectivement si demain je devais prendre, si mettons la semaine prochaine je devais prendre des vacances, j'imagine que la semaine qui précède, elle doit être quand même super stressante à dire putain j'espère que j'ai rien oublié, et puis j'imagine que même pendant cette semaine de vacances tu dois toujours avoir cette petite tentation de dire bon je vais quand même vérifier que tout va bien, et puis finalement tu Après quand tu travailles avec d'autres personnes tu peux... Oui, tu peux déléguer. Tu peux déléguer cette partie-là, les checks, et puis voilà, tu es toujours disponible par WhatsApp ou autre s'il y a besoin. Mais moi je me dirais, tu vois, pour pousser le concept des vacances, pour vraiment déconnecter à fond, ce serait de partir un truc genre 1 semaine, 10 jours en déconnexion complète, tu vois, je sais que Yeza, que tu connais peut-être aussi, je sais pas si tu l'avais vu à Lisbonne. Je l'ai pas vu mais on a déjà échangé. Elle est partie, tu vois, en Laponie faire du chien de traîneau. Donc ça, t'as pas le choix de pas bosser, rien, etc. Par internet. Y en a qui partent faire des treks et des choses comme ça. Ça, je pense que ça peut te permettre de forcer le truc, de couper complètement. Et moi, je fais ce travail aussi de grossir mon équipe pour avoir plus en plus de gens qui gèrent des parties et que moi, je sois moins dans le day-to-day aussi. Et c'est assez cool là-dessus. Tu vois, là, en ce moment, on tourne ça. Moi, il y a mes parents qui sont là en visite. Donc, je travaille beaucoup moins d'habitude. Je travaille peut-être 2 heures par jour, grand max, en moyenne, sur les 2 semaines où ils sont là. Ouais. Mais ça tourne, ça avance, quoi. Ça, c'est assez satisfaisant aussi. Et du coup, quand je vais revenir, il y aura des sujets à traiter urgents. Mais ce temps libéré, je vais pouvoir le passer sur d'autres trucs qui vont faire avancer les choses, tu vois, et à voir. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est toute la question. Et puis en même temps, c'est le challenge aussi. C'est-à-dire que dans nos activités, ce qu'on essaie de faire, et ça c'est un learning intéressant, c'est que on est toujours en train de chercher à optimiser notre système, à le simplifier. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, à le rendre le plus simple possible, le plus fluide possible. Parfois, tu te dis peut-être qu'il faudrait que je recrute quelqu'un. Puis en fait, quand tu recrutes quelqu'un, tu te rends compte que ça complexifie le truc. Parce que voilà, tu l'avais pas. Donc tu testes des trucs pour simplifier tout ça. C'est sûr, je pense que ça s'arrête jamais. C'est un système en fait. Une entreprise, c'est un système. Mais tu peux justement, quand tu as d'autres gens qui travaillent avec toi vraiment dans l'entreprise, eux, ils ont aussi ce rôle, si tu leur donnes. Tu vois, c'est avec eux d'optimiser ce système. Ça, je crois que ça c'est très intéressant. Tu sais, toi et moi, on a des personnalités qui sont opposées. Je crois vraiment, peut-être complémentaires, mais très opposées. Et ça dépend des personnalités. Toi, t'aimes être entouré, t'aimes avoir une équipe, t'aimes construire une équipe, avoir beaucoup de gens autour de toi. Alors que moi, c'est tout le contraire. Pour toi, peut-être qu'une réussite, ça serait de construire une belle équipe. Pour moi, une réussite, construire une équipe, c'est presque un échec. Ça veut dire que j'arrive pas à travailler seul. Tu vois, c'est que je suis pas capable de travailler seul. Donc moi, je suis plus dans cet état d'esprit. Et du coup, ça dépend des personnalités, je crois. C'est sûr. Après, je pense que c'est aussi, y a ça, mais il y a aussi le fait que je trouve quand tu t'entoures, enfin, ça peut être l'inverse ou l'autre, mais tu peux t'entourer de personnes qui sont complémentaires à tes compétences et peut-être à aider plus de personnes ou je sais pas, tu vois. Ouais, je comprends, mais moi, c'est ce qui me gêne là-dedans. Je crois que ce qui m'arrête, c'est la notion de dépendance. D'interdépendance, de dépendance. Avoir des gens dépendants de toi, par exemple, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et voilà, par exemple, à un moment, mon compte Instagram, j'avais délégué toute une partie du truc, quoi. Et forcément, la personne avec qui je travaillais, elle était dépendante de moi, tu vois. Je devais vérifier que tout allait bien, je devais écrire les posts, je devais les programmer, machin. Et
Et elle faisait les... Parce que là, tu te dis, bah, du coup, elle faisait quoi? Elle faisait les visuels. Mais du coup, cette personne, pour travailler, bah, elle est dépendante de moi. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui, moi, ça me saoule, quoi. J'y arrive pas, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime être dans mon coin, faire mes trucs, et puis que personne me pose de questions. Je pense, des questions de personnalité. Puis moi, du coup, j'aime beaucoup cet aspect optimisation aussi, mais dans le travail avec d'autres personnes. Et tu vois, moi, dans l'équipe, là, on est en train de faire des gros changements. J'ai recruté quelqu'un qui va être content community manager, donc qui va m'aider aussi dans le contenu en général. Tu vas planifier les vidéos et gérer la coordination entre le montage, le design, la publication, ce qui fait que ça réduit beaucoup mon temps nécessaire pour faire ces vidéos. Ouais. Tu vois, là on est ensemble ici à faire la vidéo, on va définir après comment on le répartit, comment on la découpe, etc. Et après, moi je m'en occupe plus, tu vois. Mais oui, mais c'est ça, mais parce que ça fait partie de ta personnalité, parce que tu as envie d'étendre aussi ce que tu fais à beaucoup de monde. Ouais. Et puis tu as d'autres personnalités. Moi, typiquement, ma réflexion, ce serait pas de me dire, ok, la conclusion plutôt, ce serait pas de me dire, ok, si j'ajoute quelqu'un, ça va permettre de faire ça et de diffuser au maximum. Ce serait de me dire, est-ce que je peux pas supprimer ce poste-là? Et comme ça, c'est réglé, tu vois. Je fonctionne plus comme ça. Mais c'est vraiment une question de personnalité, je crois. Bah, écoute, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et faut se connaître, faut apprendre à se connaître. Ça, c'est la première étape. Module 2 de Freemode, c'est ça. Ah bah voilà. Non, mais c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître. Déjà, juste quand tu es indépendant, parce que tu as un contrôle complet sur tout ce que tu veux faire. On a des envies de liberté, etc., qui peuvent se ressembler à certains points, mais on a des façons super différentes de le faire. Et ça, je pense que moi, dans tes baskets, ça ne me correspondait pas forcément. Et toi, l'inverse aussi, et c'est ok, tu vois. Bah c'est ça. Non, on a chacun notre façon de faire. Et puis en plus, on peut collaborer avec des personnes qui sont différentes, complémentaires. Sinon, si on était tous pareils, ce serait un peu chiant. Exactement. Et du coup, mais alors là, il y a un autre learning intéressant, c'est que ça joue beaucoup aussi, je crois, tu sais, on parlait de formation tout à l'heure. Je crois que c'est très important quand on choisit une formation de voir si le système ou la méthode qui nous est proposée dans cette formation correspond à notre personnalité. Et donc, ça implique de se connaître en amont. Tu vois, typiquement, si tu fais une formation en... Voilà, mettons, tu veux te lancer sur Internet, je sais pas, tu veux te faire connaître, machin, et tu fais une formation tu te dis, bah, je vais prendre une formation en personal branding, où je vais devoir faire des réels genre 7 réels par semaine et tout ça. Là. Bah, pose-toi la question, est-ce que ça correspond à ta personnalité? Est-ce que oui, peut-être que la méthode marche, mais elle marche. Mais est-ce que tu vas pouvoir? Mais c'est ça. Est-ce que toi, ça va correspondre à ce que tu as envie, parce que tu vas peut-être tenir un mois, mais au bout d'un moment, tu vas laisser tomber. Tu vois, si ça matche pas avec tes envies, avec ta personnalité, avec ton style, ça marchera pas. Peut-être que dans ce cas-là, alors, le mieux serait peut-être de te former à la publicité, pourquoi pas, un truc où tu es plus dans ton coin et t'as pas besoin d'être sur les réseaux en permanence, peut-être que ça correspond. Mais, mais en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde, ça c'est certain. Après, on peut tester tous les systèmes et trouver ce qui marche pour nous ou autre. Et puis on peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'on peut aussi évoluer dans le temps. On peut à un moment avoir très envie d'être exposé, et puis après évoluer, changer, et puis se rendre compte que ça ne nous correspond plus. Enfin, tout est possible. Mais en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde, et ça c'est cool. C'est clair. Et parlons aussi de façon de vivre un peu différente, le nomadisme. Bon, on se disait tout à l'heure, voilà, ça va faire 5 ans qu'on est nomade. Bon, ça commence à faire partie de qui on est aussi depuis un moment. Toi, rendu aujourd'hui, là, comment est-ce que tu vois ça? En quoi ça nourrit ton activité? En quoi ton activité nourrit tes voyages? Qu'est-ce que ça facilite? Qu'est-ce que ça rend plus difficile? Par exemple, moi, ça conditionne mon activité. Je te parlais par exemple de simplifier les choses. Pour moi, c'est aussi une façon de... Parce que quand tu voyages, quand tu as juste un sac à dos, on parle il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement minimaliste. En règle générale, un digital nomade, il est un peu minimaliste quand même, quoi. Il y a
peu de digital nomades. Oh, j'en connais, remarque, mais tu sais, qui ont 4 valises. Coucou Alexa. mais essayé, mais généralement, on a peu de choses et on est léger, on fait simple. Et moi, j'aime bien l'appliquer aussi à mon... Je crois que ça conditionne aussi mon activité, faire les choses simplement. Voilà comment ça aurait pu influencer mon business. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Non, c'est ça, c'est plus, malheureusement, d'une certaine manière, les destinations qui sont conditionnées par l'activité. Mais tout simplement, si demain je décide d'aller vivre dans une yourte au milieu du désert de Gobi, bah, je peux pas en fait, parce qu'il me faut internet, parce qu'il me faut de l'électricité, parce qu'il me faut tout ça, tu vois, bah, c'est évident. Mais oui, effectivement, notre mode de vie nous conditionne. Puis même si tu es dans ta yourte dans les autres Gobi avec internet et électricité, etc., tu pourrais aussi t'emmerder au bout d'un moment, tu vois. Ah oui, certainement. Mais bon, non, mais tu vois, c'était un exemple, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Parce qu'on a parlé la dernière fois quand on avait discuté, tout ça, ça va dire impossible. Il y a Starlink, Internet qui est partout. Il y a des batteries de plus en plus puissantes et des façons de faire de l'énergie solaire, etc. C'est possible. Est-ce que ce serait souhaitable à voir? Après, c'est ça. C'est sûr que ça conditionne là, sur Chiang Mai, il y a Internet rapide, il y a une bonne communauté, il y a des super cafés, on a une qualité de vie géniale. Et d'ailleurs, Chiang Mai, on peut dire que tu en as fait ta base. C'est un peu ma base, ouais. C'est un peu ma base. Là, disons que c'est l'endroit où je reviens le plus souvent, quoi. Tu as passé, dans les 5 dernières, tu as passé combien de temps à Chiang Mai? Pas mal de temps. Hein. Mais non, mais aussi, il y a eu la question du Covid qui nous a permis aussi d'avoir des visas assez longs. Oui. Donc c'était assez exceptionnel parce que bon, avant le Covid, vous aviez passé beaucoup de temps. Ouais, on revenait souvent. On revenait souvent. Juste pour terminer sur la question de on peut travailler de n'importe où, parce qu'on parlait de l'énergie, les problèmes qui peuvent se régler avec l'énergie, on parlait d'internet, on parlait de tout ça, mais par contre il y a un problème qui lui ne peut pas forcément être réglé aussi facilement, c'est le problème du bruit, et ça c'est un vrai problème quand on est nomade. Non mais c'est vrai, par exemple, il y a beaucoup, quand les gens se lancent en tant que nomade, la première destination à laquelle ils rêvent c'est Bali, mais Bali c'est hyper bruyant en fait. Bali, on s'en rend pas compte, mais quand on n'y est pas, mais une fois qu'on y est, on se dit mais pour ceux qui enregistrent des vidéos, qui font des podcasts, des machins, mais bon courage à Bali, hein, c'est difficile. Hein. Enfin même, je te dirais, pas mal de villes aussi en Asie ou ailleurs. Hein. J'ai mon pote Thibaut qui est à Porto, qui essaie de tourner des vidéos, là, il y a un chien qui aboie toute la journée en face de chez lui. Voilà. Mais du coup, c'est ça. Et plus, alors en Asie, d'une manière générale, clairement. Après, il y a des exceptions. La Thaïlande, par exemple, c'est pas spécialement bruyant. Le Laos, c'est pas spécialement bruyant. Ça dépend où. Mais globalement, tu vois, comparativement au Cambodge ou à Bali. Il faut s'adapter. Après, c'est une question, tu vois, de matériel. Ces micros, ils sont censés pas prendre. Bon, là, je les ai mis à fond parce qu'on est en mode discussion comme ça. Mais je peux tourner des vidéos en pleine rue et on m'entend bien, tu vois. J'ai tourné une vidéo en pleine full moon, on m'entend parler. Bah oui, mais ça. Tu peux t'adapter, effectivement, t'as raison. Mais puis il y a aussi essayer de faire toute la chose du logement pour tourner, par exemple, des lumières, de l'éclairage, selon le moment de la journée, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus. Et donc on parlait de Chiang Mai qui est un peu votre base avec Ella en tant que nomade depuis un moment. Comment tu vois la suite? La suite, à court terme, je sais pas. Il y a Plutôt bien. Plutôt bien, je sais pas. Non, pour être tout à fait honnête, il y a quand même la guerre qui a démarré en Ukraine. Moi, j'aime bien les pays de l'Est, d'Europe de l'Est. Du coup, c'est un vrai sujet aussi, tu vois. C'est un vrai sujet. Je pense que ça va conditionner, ça va mettre encore une contrainte dans nos possibilités de voyager. Ça dépend de l'ampleur que ça prend aussi. Ça dépend de l'ampleur que ça prend. Il y a aussi une prise de conscience un peu éthique, c'est-à-dire que, tu sais, avec tu vois, on se dit, bah voilà, maintenant si on choisit une destination, c'est pas pour y rester 2 semaines, parce qu'on limite aussi les trajets en avion. Donc il faut, tu vois, tenir compte aussi de ça.
Donc ouais, il y a pas mal de contraintes. Là, la suite, pour te dire exactement où on sera dans quelques mois, je ne sais pas, pour être tout à fait honnête. Je ne sais pas. Mais en général, est-ce que vous prévoyez de voyager, de continuer à bouger quand même une bonne partie de l'année ou plutôt de vous poser ici Non. Continuer à bouger quand même. Non, continuer à bouger, ça c'est très bizarre mais presque impossible. Tu sais, il y a presque 5 ans, du coup c'était au tout début, au Cambodge, j'ai rencontré un Suisse qui avait pas mal bourlingué. Au départ, il était avocat en Suisse et puis très rapidement, il est parti, il a commencé à voyager et il n'a plus jamais arrêté. Donc il montait des hôtels en Amérique du Sud, ensuite je ne sais plus où, puis après il s'est retrouvé à construire un hôtel au Cambodge et puis voilà. Et puis dès le départ, en arrivant, on lui a dit nous on s'est fixé 1 an, parce qu'au départ on s'était fixé 1 an, on ne savait pas que ça durerait aussi longtemps, voire toujours. On lui a dit on a quitté notre vie et puis on s'est fixé 1 an pour voir. Et il nous a dit mais maintenant c'est trop tard. On lui a dit mais c'est trop tard de quoi? Il a dit vous avez goûté à ça et c'est trop tard pour revenir en arrière. Alors au départ tu te dis c'est bizarre, tu vois, tu le conçois pas. Mais je crois qu'effectivement au bout d'un certain temps, revenir en arrière ça devient presque inconcevable. Et je le vois notamment, moi j'ai une assistante qui a tenté de se sédentariser. Elle est nomade depuis plusieurs années, elle a tenté de se sédentariser. Ça a duré 3 mois quoi. Et puis ils ont... Toi, t'as essayé aussi, non, monsieur? Tu m'as raconté, vous étiez re-rentré à Paris. Ouais, pareil. Vous avez essayé de vous sédentariser, ça va marcher. En fait, Ella, c'était une question d'opportunité de travail pour Ella. On s'est dit, vas-y, on va essayer. Et puis, pareil, on avait pris un super appart. On s'est dit qu'on se mettait dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et puis, au bout de 2 mois, on se barrait à New York et 3 mois, on rentrait, on laissait l'appart et on est reparti. C'était pas possible. Ouais. Et aujourd'hui, donc, concevoir se sédentariser, c'est très compliqué. Par contre, ce qui peut être envisageable, eh bien, c'est par exemple d'acheter une maison quelque part. Ici, tu peux pas en Thaïlande, tu peux pas acheter de maison. Mais une maison à la montagne où tu peux laisser tes affaires, avoir une vraie base et savoir que c'est un petit peu ton havre de paix où tu vas pouvoir revenir 3 mois par an par exemple. Ouais. Ça c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus et que je trouve vraiment attirant. Mais de là à dire que j'y passerai l'année, évidemment non. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est intéressant et je pense que c'est difficile parce qu'en fait on parlait d'addiction entre guillemets d'alcool, café, etc. Je pense que tu deviens aussi addict au voyage et en fait c'est t'es tout le temps stimulé en fait d'être dans un endroit, même si la Thaïlande tu connais bien, il y a des trucs un peu des fois qui se passent, tu te demandes ce qui se passe, tu sais jamais, tu peux pas prédire comment ça va se passer. Ouais. Et envie au bout d'un moment, moi je sais qu'au bout de quelques mois quelque part, à part cet endroit, je peux me lasser, tu vois, même si j'adore l'endroit. Pareil. Comme je sais pas, l'année dernière j'étais à Playa del Carmen, j'adore en tant que nomade. Et c'est sous-estimé par beaucoup de monde parce qu'ils voient que le côté touristique, mais en tant que nomade c'est une qualité de vie incroyable. D'accord. Au bout de 2 mois, j'avais l'opportunité de partir dans des villas, au Mexique, puis je voulais aller sur la côte ouest pour faire du surf, etc. Je suis parti, mais je suis revenu à Playa del Carmen pour encore 2 mois après, tu vois. Rester 4 mois de suite là-bas, à la fin j'étais un peu lassé, j'ai envie de changement. Ouais. Mais j'étais content d'y revenir, tu vois, c'est un peu contradictoire. Non, mais je comprends. Enfin, alors d'ailleurs, tiens, un système auquel j'ai pas mal pensé, bon, c'est assez simple, mais ça peut inspirer des gens. Ouais. Un système que j'avais imaginé, ce serait un système de voyage par saison, entre guillemets. C'est-à-dire, je m'étais dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des cycles de 3 mois, en ayant par exemple 2 bases, donc 3 mois ça veut dire 4 cycles, hein. Ouais. Donc en ayant 2 bases fixes par exemple. Donc par exemple, printemps, il faut faire attention, parfois il y a des bestioles, ouais. Donc, une chauve-souris qui nous attaquait tout à l'heure. Ouais. Donc avoir par exemple, je dis n'importe quoi, mais le printemps, mettons à Chiang Mai, tu vois. L'automne, mettons à Montréal. Et puis l'été et l'hiver, eh bien, les conserver pour découvrir de nouvelles destinations. Et je me suis dit, ça pourrait être un rythme intéressant. Avoir 2 bases dans le monde et 2 saisons, tu vois, consacrées au voyage. Donc, tu retrouves un peu tes affaires,
ta guitare, tu vois, je sais pas moi, voilà, tes affaires dans ta base. Ouais. Et voilà. Ça, c'est hyper intéressant. J'en avais parlé pas mal avec Olivier Roland aussi, qui lui est nomade depuis 10 ans et quelques maintenant. Ouais. Et lui, donc il est basé à Dubaï. Mais en fait, depuis longtemps, alors je vais pas les détails, mais depuis longtemps, en fait, il était basé à un endroit 6 mois de l'année. Donc à la base, il était à Londres, parce qu'il voulait apprendre l'anglais. Et pendant ces 6 mois, il est en mode travail intense. Tu vois, il travaille sur les trucs de fond, il a une bonne dynamique de travail, il travaille beaucoup et tout ça. Et après, les 6 autres mois de l'année, il est en voyage, beaucoup plus relax, à gérer les urgences qu'il y a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et voilà. Et à la Tim Ferriss, quoi. Intéressant. Ouais, Tim Ferriss, ouais. Tim Ferriss, il a jamais... Enfin, pendant son tour du monde de 1 an, il était nomade. Mais après, le reste, il était quand même très sédentaire, et à San Francisco, Austin, et tu vois, il a lancé le nomadisme, mais sans être un nomade dans la durée. Ouais, c'est un autre débat. Mais je trouvais ça intéressant, ce système-là, de dire, j'ai un endroit chez moi, où j'ai mon appart, mes affaires, etc. Ta base, quoi. Je bosse, et après, je me déplace, et j'ai différentes bases un petit peu partout. Et Olivier Roland, je sais qu'il il achète des guitares, il est chez des potes, et tu vois, il est aussi dans la guitare. Moi, je pensais à un autre truc, sans être aussi genre 3 mois, mais... l'hiver, ouais, en 3 saisons moi, tu vois. Genre hiver, ouais. Printemps, été et automne. Ok. Et moi je me disais que hiver et automne, les passer dans des destinations tropicales. Ouais. Là je vise, tu vois, le Brésil, Colombie, l'automne prochain. Ok. Et l'automne pour moi il commence en août. C'est ma conception du truc. Et du coup l'été j'aime beaucoup être en Europe, tu vois, retourner voir ma famille, passer du temps en Europe parce que c'est la belle saison, etc. Ouais. Et tu vois, tu pourrais te dire, bah oui, mais bon, il y a des endroits à Lisbonne, il fait chaud, beau, etc. J'ai été traumatisé là cette année en novembre-décembre par Lisbonne où il pleuvait tout le temps, il faisait froid, c'est pas chauffé, ouais. Et je veux plus. Non, mais je comprends. Et un autre truc aussi, concept que j'ai envie de tester, je sais plus où j'ai trouvé ça, de nomade américain qui était nomade depuis longtemps, peut-être le podcast Tropical MBA, mais de dire nouvelle destination. Là, j'ai envie, dans le coin, ici, d'aller à Singapour, d'aller faire un tour à Dubaï, etc. Mais je sais pas, je pense pas que je vais y rester longtemps. Découverte, quoi, vraiment. Me laisser 10 jours où je suis en mode travail ralenti, tu vois, je travaille le matin par exemple, et je visite le reste du temps. Et une durée courte, pas trop longtemps. T'as pas le temps de te mettre dans une routine. Si tu restes 3 semaines, 1 mois, c'est un peu bâtard parce que t'es entre les deux. Mais là, 10 jours, non. Et du coup, m'autoriser à tester des destinations comme ça, de temps en temps, entre chaque gros truc. Donc par exemple, là je suis en Thaïlande pour un moment encore. Après, j'ai des potes à aller voir à Singapour, j'irai 10 jours. Après, peut-être me poser 1 mois et demi, 2 mois au Sri Lanka. Après, peut-être Dubaï 10 jours, puis Turquie, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois, en fait, avoir un tampon semi-vacances, découverte, tourisme dans une nouvelle destination. Et t'es pas sûr aussi, Thaïlande ou Mexique ou autre, j'y vais les yeux fermés, je prends un appart même avant d'y être quelques mois, etc. Peut-être que, genre, je sais pas, je vais adorer Dubaï ou Istanbul, j'en sais rien. Mais si j'y ai pas été, c'est dur de m'engager. Et du coup, d'avoir testé ça, tu vois, 10 jours, au moins t'as un petit aperçu. Et puis moi, c'est aussi dans mon truc de, voilà, j'ai cet objectif de visiter tous les pays du monde. L'année dernière, j'en ai pas visité de nouveau particulièrement, je pense pas. Avec la situation, c'est un peu compliqué aussi. Un peu compliqué. Là, cette année, j'aimerais bien en visiter 6, tu vois. Okay. Mais dans une logique, tu vois, en continu. Okay. Donc je pense qu'il y a pas mal faut tester un peu ce qui nous correspond et ce qui peut aller. C'est intéressant. C'est un peu comme, ça me fait penser un peu, tu sais, à quand tu choisis un nouvel hôtel, tu bookes pas directement une semaine. Tu bookes d'abord une nuit pour tester. C'est un peu le truc. Quoi, moi, des fois, je book en 2 fois avec une partie annulable, etc. Ouais, c'est ça. Des stratégies. Mais non, hyper intéressant et je pense que ça dépend de comment on veut gérer sa vie nomade. C'est difficile de se projeter à long terme. Et tu vois, moi, un truc aussi que je veux essayer là, et c'est un truc qu'Olivier Roland fait ou faisait en tout cas, c'était, tu vois, genre bon là je suis venu d'Europe en Asie parce qu'il faisait trop froid, je voulais juste être en Asie, j'y suis, mais pas partir de Thaïlande pour aller au Brésil direct, tu vois. Genre petit à petit tu fais ton chemin, t'as moins c'est des inconvénients de changement, de fuseau horaire, de température, de climat, niveau écologie aussi, oui, tu dois prendre l'avion, mais c'est petit à petit. Et en fait, tu te déplaces petit à petit comme ça, plutôt que faire tac, 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 qui fait en fait aucun sens. Ouais, avoir une logique, c'est intéressant. T'as moins de... Bon, je sais pas si on a je
je pense pas que j'ai de choc culturel en arrivant en Asie, en Amérique latine maintenant, parce que je connais bien, mais t'as moins, si tu passes de l'Asie à l'Amérique latine, c'est pas un choc culturel, mais il faut t'adapter un peu au fonctionnement de comment ça se passe. Ça change tout. Ouais. Si tu passes de l'Asie au Laos, bon, tu vas pas être trop perdu, quoi. Ouais. Faire des transitions. Après, on peut avoir envie aussi de ces espèces de contrastes. Ouais. C'est des choses qu'on peut aussi rechercher, tu vois. Moi, je sais que j'apprécie, par exemple, revenir en Europe après une longue période en Asie, mettons. J'apprécie le contraste. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, le côté comme ça, tu sors de l'avion et pouf, tout a changé, quoi. J'aime bien aussi. Ouais. Donc, mais c'est à réfléchir. Après, t'en as qui font aussi qui sont nomades en train. Oui. Ça peut être pas mal. J'ai toujours voulu faire le transcanadien, mais c'est une petite fortune. Ouais. Et le transsibérien, tu vois, j'ai vu qu'il y a petite fortune aussi, je crois. Un train qui va, je sais plus, du Portugal jusqu'à, je sais plus où en Asie. Je suis pas très renseigné, je me demande s'il y a pas un truc qui part de Paris aussi. Ouais, sûrement, c'est peut-être le même. Ouais. Celui de Bercy, la gare de Bercy, je crois qu'il y a un truc. T'as des routes en train magnifiques, t'as des trucs au Mexique, t'as des trucs, comment ça s'appelle, il y avait un film d'Agatha Christie, un livre d'Agatha Christie là-dessus, ils ont fait un film. Le truc oriental là, Oriental Express ou un truc comme ça. Ah, c'est ça, Orient Express, ouais. Tu vois, genre des trucs comme ça, c'est chargé d'histoire. Ouais, ok. Et bref, ça peut être très très cool. Ouais, plein de styles comme ça, mais. Il y a plein de choses à explorer. Et justement, on a parlé pas mal de de nomadisme, de ta vie pro, ton activité. Qu'est-ce que fait un Adrien en liberté, tu vois, l'après-midi quand tu es libre, on est sur une montagne là, je sais que tu viens souvent. Ouais. C'est quoi tes passe-temps, tes passions à côté? C'est ça, je peux passer du temps soit je peux aller, j'aime bien me balader autour des lacs, tu vois, me balader simplement tout seul, soit juste à réfléchir ou bien écouter des podcasts, me poser dans un parc et lire, j'aime bien ça aussi. J'aime bien aussi marcher, découvrir. J'aime bien aussi aller au mall. Je fais du mall walking. Je fais du mall walking. Comme les amis américaines. Ouais, je fais ça tout seul. J'aime bien. Okay. Je préfère le faire tout seul. C'est-à-dire que je vais dans un grand centre commercial et puis j'y passe 1 heure, tu sais, et je fais tous les étages et je regarde les vitrines, les machins. Est-ce que c'est climatisé ou... Non, je sais pas. Je sais pas, tu découvres des trucs, aussi des restaurants, parfois des boutiques avec des trucs complètement bizarres. T'as souvent ici en Asie, ce qui me fait marrer moi, t'as tout le temps, à chaque fois, tu as des espèces de, pas des conférences, mais des événements. Des petits défilés, des trucs comme ça là. Ouais, tout le temps. Donc ça va être par exemple, tu vas avoir un événement, pas une conférence, mais enfin un événement sur les cartes Pokémon, tu vois. Moi je trouve ça génial de voir, tu as toutes les personnes qui font la queue déguisées en Pokémon avec leurs cartes et qui attendent de pouvoir entrer. Ou alors des concours de jeux vidéo en direct, tu vois. Et tu as ça dans les malls en fait, et quasiment tous les jours tu as des événements comme ça. Et du coup, moi ça m'amuse d'aller voir ça. Ou alors aller marcher, je sais pas, par exemple je peux aller marcher dans la vieille ville. Ou bien sinon j'aime beaucoup la moto. C'est un secret pour de moins en moins de monde. On est venu ici en moto là. En dessous, ouais, c'est ça. Donc je peux aller faire de la moto tout terrain. T'as des sentiers de moto tout terrain. Tu peux louer des motos tout terrain. Tu peux faire des stages de moto tout terrain. Ou alors prendre la moto de route là et puis partir et puis découvrir des endroits. Tu vois, c'est pas. Je fais aussi du sport, mais rien de fou, mais beaucoup de plaisir. Et c'est souvent, j'ai remarqué, tu sais, ces moments où tu te dis, ah ouais, là je vis un moment extraordinaire. C'est assez rare. Et c'est rare, tu sais, qu'on se dise, oh là, le moment que je vis là, il est fou, tu vois. Mais moi, ils arrivent souvent pendant que je suis seul sur ma moto, en train de rouler, ou seul en train de marcher, en train de découvrir des choses. C'est souvent en me baladant en fait que ça arrive. Donc, c'est là aussi, de mon côté, c'est là aussi j'ai des idées ou des choses comme ça. Ah ouais, que les points connectent. Ouais, c'est vraiment important. Et dans toutes tes activités pro, perso, etc., au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y a des personnes que tu suis, que tu continues à suivre, qui t'ont inspiré? Ouais. Que je suis, donc des personnes publiques, que je suivais aujourd'hui, je suis plus son travail.
exactement, mais tu en parlais tout à l'heure, c'est Jean Rivière. Ça m'a beaucoup inspiré, pas mal d'années en arrière. Et c'est à peu près tout en fait. Sur les personnes publiques, c'est à peu près tout, je crois. Après, évidemment, des livres, des machins, donc on pourrait dire que les auteurs m'ont inspiré, mais je les ai pas suivis, si tu veux. C'est plus leurs bouquins. Voilà. Ouais, non, Jean Rivière il y a quelques années. Et puis après, c'est tout mon environnement. Tout mon environnement, c'est des choses, voilà, des discussions que j'ai avec toi, des discussions qu'on a eues ensemble, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait avancer. Les discussions que j'ai eues tout à l'heure, je parlais d'Antoine Rousseau. Antoine Rousseau, c'est une mine de petits trucs comme ça qui te lâchent et toi, ça fait créer une explosion dans ta tête et tu te dis putain, ça c'est pas con quoi. Et ça reste ancré. Alexa aussi, sa folie, tu vois, son côté un peu partir bille en tête, prendre des décisions rapides, etc. Sa vision de l'entrepreneuriat m'a beaucoup inspiré. Mais évidemment, ma compagne qui m'a beaucoup conseillé, qui me rassure. Eric, mon ami Eric, donc, enfin, tu vois, il y a plein de personnes, mais c'est plus mon environnement, mes proches en fait. Les gens qui tu t'entoures dans la vie réelle. Sylvain aussi, ça plus pour le côté mindset, parce que Sylvain était beaucoup plus avancé que moi dans le business et il n'a jamais hésité une seconde à me transmettre son mindset, tu vois, me permettre de passer des paliers de revenus pour parler de ça, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Tout le monde rêve de gagner des fortunes, mais la vérité en fait c'est que tout n'est pas dans la technique. Il y a une partie psychologique et mindset qui est là, qui est présente, et pour la dépasser, c'est pas facile, et ça se fait pour dépasser ces paliers de revenus, tu vois. Eh bien, il faut le faire en discutant avec des personnes qui, eux, les ont dépassés, ou avec des coachs, ou ce genre de choses. Et donc, Sylvain m'a beaucoup aidé là-dessus. Voilà. J'imagine que j'en oublie, tu vois, mais c'est l'environnement, on va dire. Ok, ça marche. Et justement, une question que je t'avais posée la dernière fois qui était intéressante, comme avant-dernière question, c'est tu es dans le monde du copywriting où il y a ce côté commercial où on écrit pour faire des ventes, etc. Ton activité tourne très bien, ta formation aussi, etc. C'est quoi aujourd'hui ton rapport à l'argent? Comment tu vois ça dans la globalité par rapport à ta vie, ton activité maintenant? C'est intéressant en fait, assez étonnamment, moi je viens d'un milieu ouvrier, tu vois, ouvrier pauvre un peu quoi. Et du coup, j'ai toujours pensé que l'argent c'était quelque chose de difficile à obtenir, que c'était la solution à tous les problèmes d'une certaine manière et que c'était un peu la voie du bonheur. Avant d'avoir de l'argent, avant de gagner de l'argent, je me disais quand j'aurai de l'argent, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça, ou encore ça. Et puis quand ça arrive, en fait, ta vision change complètement. Et moi, je dépense vraiment pas d'argent. Je dépense moins de 1000 € par mois, tu vois. Et je vois l'argent comme des points. C'est-à-dire que voilà, je sais que si je... Alors ça génère une sorte de stress, c'est parce que par contre, quand tu as une entreprise, tu sais que si tel mois tu as fait tant, le mois d'après il faut au moins que tu fasses autant, sinon tu as un peu une sensation d'échec. Et puis voilà, alors le compte en banque se remplit, c'est très cool, mais non, en fait, ça m'apporte de la sécurité, je crois. C'est-à-dire que, étant donné que, tu sais, c'est très con, mais tu te dis, moi, si je vis avec moins de 1000 € par mois, mettons, si j'ai 100 000 € de cash, ça veut dire que j'ai 100 mois d'avance. Tu vois, je réfléchis comme ça, en fait. Mais c'est tout. Mais j'ai pas la folie des grandeurs. Non, l'argent, c'est... En fait, je crois que l'argent était un sujet avant de réussir à en gagner. Et maintenant que j'en gagne, c'est plus du tout un sujet. Je dépense pas plus d'argent et c'est juste des points. Je suis pas sûr d'avoir le rapport à l'argent le plus sain qui soit à cause de ça. J'en sais rien. Je suis pas un expert de l'argent, clairement. J'étais un expert en investissement, mais pas un expert de l'argent. Bizarre, mais... Et puis pour les autres, c'est pas pareil que pour soi aussi. Et je pense qu'on est tous différents face à ça aussi.
c'est bizarre quand même. Ouais. Non, vraiment, je suis pas un modèle. Je suis pas. J'ai plein de conseils à donner sur plein de choses, mais sur la conception de l'argent. Ouais, c'est intéressant parce que ton métier avant, c'était d'aider des gens fortunés à multiplier leur fortune. Ouais. Maintenant, tu aides des entrepreneurs en ligne, entreprises à gagner plus d'argent à travers tes écrits et tu apprends à d'autres gens à le faire. Mais au final, de ton côté, c'est une validation que ce que tu fais, c'est dans le bon sens, que ça apporte de la valeur. Ouais. Mais ça n'a pas changé qui tu es ou ta façon de vivre. Mais peut-être aussi parce que j'évolue avec des personnes qui ont la même vision des choses que moi. C'est-à-dire que que ce soit mes clients, mes amis, tout le monde gagne très correctement sa vie. Personne n'a la prétention de rouler en Porsche ou de porter une Rolex, quoi. Ouais. Alors que tout le monde pourrait se le permettre, quoi. Très clairement. Tu vois, pour te donner un client qui roule, il roule pas en Clio, mais un truc comme ça. Le mois dernier, je dis ça parce qu'on est début mars, tu vois, fin février, on faisait 96 000 euros de chiffre. Et c'est quasiment tout dans sa poche une fois qu'il m'a payé, quoi. Ouais. Mais donc, et pour autant, il roule en Clio, il s'en fout, quoi. Et voilà, donc j'ai un environnement aussi qui veut ça. Je pense qu'on se rend compte que on peut vite devenir dépendant aussi du matériel. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on veut éviter parce qu'on sait quand on est entrepreneur que rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si ce mois-ci on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que le mois d'après on va faire 30 000 euros. Et du coup, si ce mois-ci je monte mon niveau de vie à dépenser comme un fou, bah, ça veut dire que peut-être que le mois prochain je vais être frustré. Ouais. Et du coup, on est fragile en fait. Par rapport, je crois que en tant qu'entrepreneur, on gagne plus d'argent quand on réussit, quoi. On gagne plus d'argent que quand on est salarié, mais on est beaucoup plus fragile face à l'argent. Je fais beaucoup plus attention à mon argent alors que j'en ai plus que quand j'en avais moins que j'étais salarié. Tu vois. C'est bizarre, hein. Mais je pense que c'est vachement différent et intéressant. Un épisode que j'ai enregistré aussi avec Arthur Marie, qui est un ami à moi aussi, qui était à Lisbonne, au Mexique, etc. Lui, il a toujours investi et géré son argent super bien. Et aujourd'hui, là maintenant, après avoir plusieurs business dans différents domaines, il lance des formations sur l'investissement, mais personnel, tu vois. Ouais. Bourse, crypto, NFT, tout ce qu'il a appris lui-même en premier lieu. Et lui, c'est une approche un peu différente, c'est en se disant que voilà, il veut avoir une vie 10 étoiles, tu vois, et que petit à petit, il augmente ses dépenses de loyer pour se forcer à aller chercher plus de senior business et avoir un confort encore plus important, tu vois. C'est exactement, c'est très intéressant parce que c'est exactement la raison pour laquelle c'est ce que j'avais en tête lorsque je te disais que je ne suis pas un exemple là-dedans. Je parlais il y a quelques mois en arrière, je parlais avec Jeremy Coleman qui est un business coach un peu connu, quoi. Enfin, ça va. Et il me disait un truc super intéressant. Il me disait qu'il parlait avec Julien Musi, qui est un autre business coach, et que Julien Musi le challengeait un peu d'aller se prendre des logements très chers pour justement aller chercher de l'argent, aller chercher plus d'argent dans son business, et que lui, du coup, il devait faire un effort et se forcer à contrarier ses habitudes pour aller louer des appartements plus chers qui vont gréver son budget, etc. Ouais. Mais parce que derrière, ça va influencer son mindset et sa mentalité, ça va lui permettre de grandir dans son business. Ouais. Bon, on peut être dans cette... je pense que c'est loin d'être bête, au contraire, mais moi, c'est pas tellement ce que je recherche. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie. C'est pas mon truc, quoi. En plus, j'ai pas envie de grandir jusqu'aux étoiles, tu vois, jusqu'au ciel. Là. Je suis OK, moi, avec mon business aujourd'hui. Si ça tourne comme ça, je suis très bien, c'est OK. Ouais, je pense que c'est des histoires. Ça dépend de tes objectifs. Tu vois. Objectifs, de façon dont tu veux le faire et tout ça. Ouais. OK. Hyper intéressant. Puis Adrien, on a parlé plus longtemps que prévu, mais c'était super, surtout dans ce cadre-là. Bah ouais, écoute, c'était sympa. Peut-être une dernière question pour toi. Si je partagerai les liens vers ton site et tes réseaux aussi, mais si tu as un message à faire passer aux gens qui auront écouté jusqu'au bout de cette interview avec nous. Il y avait plein de notions. Je crois que la notion clé, c'est de se dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend.
la vente, c'est que tout s'apprend en fait. Il faut juste faire les choses étape par étape et les prendre dans le bon ordre. Et pour reprendre mon storytelling, c'est-à-dire que moi j'ai voulu me lancer directement dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Je suis revenu au freelancing à l'étape de base, j'ai appris et ensuite ça m'a permis de réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, et puis aujourd'hui je vis exactement la même chose avec la guitare. J'ai commencé la guitare il y a des années en arrière et aujourd'hui je reprends les bases à zéro pour vraiment construire des bases solides. Voilà, le learning, je crois c'est ça en fait, c'est commencer par la base et construire des bases solides et construire étape par étape et ça peut que marcher en fait. Génial. Merci Adrien. C'est beau hein. Avec plaisir. Hâte à la version 3 de l'interview dans 1 an et demi, 2 ans. Ouais, avec plaisir. Je sais où. On verra. Pour fêter nos... On a un niveau de cadre à respecter maintenant. Qu'on soit, je pars en haut d'une montagne ou un truc comme ça. Sur l'Everest. Sur l'Everest. Ce serait pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec Adrien. Adrien est un très bon ami et j'ai adoré discuter avec lui et aller encore plus loin que dans notre première interview. Les 3 clés que j'aimerais que tu retiennes de cette interview, c'est d'abord qu'en freelance, comme dans la vie, comme en copywriting, c'est important de se différencier pour faire sa place, trouver sa place et pouvoir trouver les bons clients et augmenter ses tarifs. C'est vrai en copywriting, c'est vrai en tant que fondateur, c'est vrai en tant que freelance. Deuxièmement, au niveau des habitudes de travail, Adrien a des habitudes très pointilleuses et très précises qui sont le fruit d'années d'expérimentation. Commence toi aussi dès aujourd'hui à tester ce qui fonctionne pour toi ou pas et crée tes propres routines pour être productif et en même temps profiter de la vie. Troisième chose, par rapport au nomadisme, tu as bien vu quand on a parlé avec Adrien de son exemple, du mien et aussi d'autres personnes qui nous inspirent, qu'il y a une infinité de façons d'être nomade et libre dans son travail, dans son métier. À toi de trouver la tienne et ça commence aussi en passant à l'action. Tu peux retrouver le travail d'Adrien sur son site web adrienlestan.fr ou sur son Instagram adrien.lestan. Pour retrouver toutes les infos, notes et ressources des épisodes de Freepreneur, je t'invite à aller sur mon site web sur l'adresse ambroisedebré.com/podcast. Tu peux retrouver le lien ci-dessous aussi.